Liam est un employé de bureau tout à fait ordinaire, dont l'existence est à la limite du pathétique. Il travaille sans relâche, tard le soir, dans une entreprise qui l'épuise complètement, mais heureusement, il a une famille à retrouver chez lui. Grâce à eux, il parvient à supporter son travail où son patron l'insulte sans cesse, et même ses subordonnés se moquent ouvertement de lui. Un jour, un jeune otaku, son ancien camarade de fac, lui envoie un message à propos d'une figurine de Mecha et l'incite vivement à l'acheter. Liam a lui aussi été un otaku toute sa vie. Il se rend donc à l'adresse du magasin que son cadet lui a envoyé, seulement pour y découvrir sa femme en plein rendez-vous avec un autre homme. Il est complètement abasourdi par cette scène, car sa femme était censée emmener leur fille à son cours d'escrime. Ce soir-là, à son retour, Liam interroge sa femme et sa fille sur leur journée, et elle lui raconte qu'il y a eu un tournoi au cours d'escrime et que la fille a remporté tous ses matchs. Liam choisit de les croire et d'ignorer le fait qu'il avait clairement vu sa femme plus tôt dans la journée. Mais il ne peut toujours pas chasser cette pensée de son esprit, alors il retourne au même endroit le lendemain. Cette fois, non seulement sa femme, mais aussi sa fille sont présentes, et elle appelle l'homme étrange son père. Liam est complètement bouleversé par cela et ne peut plus se concentrer sur son travail, puis son patron arrive pour l'insulter sans aucune raison. C'est alors qu'il reçoit un appel de sa femme, l'informant que leur fille a eu un accident, et il se précipite immédiatement à l'hôpital. Le médecin leur annonce que leur fille a besoin de sang, mais le groupe sanguin de Liam n'est pas compatible avec le sien. Alors que sa femme part donner son sang, Liam fait des recherches sur les groupes sanguins et découvre que celui de sa fille ne correspond pas au tableau. Il est maintenant certain de ne pas être le père, et une fois rentré chez eux, il confronte sa femme à ce sujet. Cependant, au lieu d'admettre qu'elle l'a trompé, cette garce lui dit que tout est de sa faute. Elle lui reproche de travailler tout le temps et de n'avoir aucun moment pour sa famille. De plus, il n'a même pas d'argent malgré tout ce travail. Cette garce dit à Liam qu'il ne fait même pas vraiment partie de leur famille et qu'elle a été la seule à élever leur fille toutes ces années. Elle déclare ensuite qu'elle va quitter la maison avec leur fille et Liam craque en entendant cela. Il essaie d'arrêter sa fille, mais même elle lui dit qu'elle préfère son autre papa. Liam est complètement dévasté par tout cela, et le lendemain, alors qu'il se rend au bureau, son patron lui montre qu'une transaction de 50 000 milles de yens a été effectuée depuis son ordinateur. Liam affirme n'avoir jamais fait un tel transfert, mais il se souvient alors qu'il avait laissé son ordinateur déverrouillé, pressé, lorsque sa fille était à l'hôpital. Cependant, personne au bureau ne le croit, et on l'accuse d'avoir volé de l'argent à l'entreprise. À cause de cela, il est licencié, et sa femme trouve une raison de demander le divorce, mais cette garce exige toujours une pension alimentaire. Son entreprise ne le poursuit pas en justice, mais le force à rembourser tout l'argent par versement échelonné, et Liam doit travailler comme ouvrier du bâtiment pour continuer à payer la pension alimentaire et les mensualités. Cependant, cela ne se passe pas très bien pour lui non plus, et il est constamment réprimandé par son chef. Sa vie devient un véritable désastre, et il sombre dans la dépression car il n'a plus rien pour lequel vivre. Même son enthousiasme pour les figurines d'action et les jouets Mecha s'estompe. Mais il croit toujours que tout finira par s'arranger s'il continue à travailler dur. Sa fille lui manque, même s'il sait qu'elle n'est pas vraiment la sienne. Et il espère la revoir un jour, mais il découvre alors qu'il est gravement malade. Sans assurance et sans argent pour se faire soigner, Liam décide de mourir dans le silence et la solitude de son appartement. Il attend la mort, puis soudain, une lumière éblouissante apparaît au-dessus de lui. La lumière lui montre des visions de ce qui s'est passé dans le passé, et Liam découvre que c'était son patron qui avait envoyé l'argent depuis son ordinateur pour le piéger. Non seulement cela, mais l'homme avec qui sa femme avait une liaison était son patron, et il avait envoyé l'argent pour qu'elle puisse s'offrir un style de vie coûteux. Liam est complètement anéanti en réalisant ce qui se passait dans son dos pendant tout ce temps, et il souhaite que tout cela ne soit qu'un rêve, mais une voix lui dit alors que c'est la réalité. Soudain, un homme élégant qui se nomme le guide émerge de la lumière et dit à Liam qu'il a mené une vie vraiment dure et pitoyable, malgré le fait d'être un homme bon. Il demande à Liam s'il peut pardonner aux personnes qui l'ont fait souffrir ainsi, et Liam, enragé, répond qu'il veut se venger d'elles. Le guide se réjouit en voyant ses émotions négatives, les qualifiant de délicieuses. Il dit ensuite à Liam qu'il s'est intéressé à lui parce qu'il est un homme bon, mais Liam répond qu'il ne se soucie plus du tout d'être bon. Il regrette d'avoir été exploité à cause de sa nature bienveillante et jure que s'il a une autre chance dans la vie, il ne vivra que pour lui-même. Il promet qu'il deviendra même un méchant qui piétinera tous les autres, et le guide lui dit qu'il a exactement ce qu'il lui faut. Il sort des photos d'une valise, disant à Liam qu'il est là pour l'envoyer dans un autre monde et qu'il peut choisir où il veut aller. Les options incluent un monde avec de la magie et des super pouvoirs, le Japon de l'ère samouraï, le Far West, et même les temps préhistoriques. Liam essaie de comprendre si c'est réel, car des choses pareilles n'arrivent-ils que dans les animes. Cependant, lorsqu'il aperçoit un monde parallèle avec des robots géants et des vaisseaux spatiaux, il ne peut plus en détacher ses yeux. Il tend la main vers cette option,
en pensant à toutes les discussions amusantes sur MSIS sur les animes qu'il avait eues avec son cadet. Le guide lui dit qu'il a fait un bon choix, car ce monde possède à la fois une technologie avancée et de la magie. Le système aristocratique est toujours en vigueur dans ce monde, ce qui signifie que les nobles sont au pouvoir, et le guide dit à Liam qu'il naîtra en tant que fils d'un comte qui règne sur une planète. Liam aime l'idée, et alors qu'il touche l'image du robot géant, il signe un contrat avec le guide qui l'envoie vers le monde suivant, en lui souhaitant de vivre une vie meilleure dans celui-ci. Il est réincarné en Liam Bamfield, le fils unique d'un comte régnant sur la planète Hydra, envahi par les plantes. Pour son 5e anniversaire, la mère de Liam lui annonce qu'elle a un cadeau spécial pour lui. Elle l'emmène dans la pièce où se trouve un gâteau géant et lui demande d'ouvrir le cadeau. Liam découvre qu'il est vide, mais qu'il y a une télécommande à l'intérieur, et sa mère lui dit que son cadeau est une femme de chambre IA faite sur mesure. Elle lui dit de choisir les caractéristiques qu'il souhaite pour la femme de chambre à l'aide de la télécommande. Et Liam est surpris par les options qu'il a. Il demande à sa mère pourquoi il aurait besoin d'un robot femme de chambre IA, et c'est alors que son père entre dans la pièce. Il dit à Liam qu'il aura besoin de la femme de chambre IA parce qu'il va recevoir un autre cadeau d'anniversaire spécial. Le père de Liam déclare alors soudainement qu'il lui offre le titre de comte Benfield et tout ce que leur famille possède. Liam est stupéfait par cela, mais son père répète qu'à partir d'aujourd'hui, il est le chef de famille et qu'il peut diriger la planète comme bon lui semble. Cependant, son père a une requête en échange de ce cadeau. Il explique que lui et sa femme vont prendre leur retraite et vivre sur la planète capitale impériale. Et en échange de la direction de cette planète, Liam doit leur envoyer une allocation mensuelle. Liam est tout à fait d'accord avec cet arrangement car cela lui donne de la liberté et son père appelle leur majordome Brian avec un contrat. Liam signe le contrat et devient le chef de la maison et ses parents s'enfuient immédiatement vers la capitale, lui disant que la femme de chambre IA s'occupera de lui désormais. Liam a encore du mal à réaliser qu'il a obtenu pouvoir, richesse et influence à l'âge de 5 ans dans cette vie et il jure que cette fois, il deviendra un méchant qui opprimera les autres et s'amusera à sa guise. Il remercie le guide pour cela, ignorant que le guide n'avait jamais eu l'intention de l'aider. De retour sur Terre, le guide est avec le corps sans vie de Liam, se moquant de son existence pathétique. Il décide ensuite de s'amuser un peu avec la femme infidèle de Liam et son patron, qui dînent dans un restaurant chic. Alors que le patron essaie de faire semblant de se sentir mal d'avoir fait subir tant de malheur à Liam, cette garce ne prend même pas la peine de feindre. Pendant qu'ils planifient leur avenir, le guide utilise ses pouvoirs et fait venir la police sur les lieux. Les policiers arrêtent le patron pour avoir volé de l'argent à son entreprise et piégé Liam. Et cette garce s'effondre en réalisant que la vie qu'elle avait prévue est désormais hors de sa portée. Le guide prend un grand plaisir à leur souffrance, puis il retourne auprès de Liam pour guider son âme dans le monde suivant. La vérité est qu'il a tout arrangé pour que Liam souffre encore plus dans sa prochaine vie. Le guide sait que lorsqu'il réalisera qu'il a été manipulé, Liam dirigera toutes ses émotions négatives vers lui. Et il consommera ces émotions pour devenir encore plus fort. De plus, les durées de vie dans le monde suivant sont incroyablement longues, et le guide espère que Liam souffrira longtemps et continuera à lui fournir de la nourriture. D'autre part, Liam reçoit bientôt son robot femme de chambre IA, doté des composants les plus performants et de toutes les fonctionnalités qu'il a sélectionnées. Il est vraiment impatient de déballer, et le majordome Brian lui dit qu'il n'a qu'à toucher la boîte pour l'ouvrir. Alors que Liam touche la boîte d'emballage, celle-ci disparaît soudainement, et la femme de chambre IA prend vie. Elle se présente comme Amagi, et Liam se présente également. Brian lui dit que le robot femme de chambre n'a besoin que de 2 heures d'entretien par semaine, mais Liam ne l'écoute pas. Le petit pervers entraîne Amagi dans la salle de jeu avec lui pour vérifier toutes ses fonctionnalités en détail. Et une fois revenu, il est vraiment à l'aise avec elle. Brian panique, pensant que son nouveau maître est un pervers, mais Liam lui dit de se détendre car il a l'esprit d'un adulte de 36 ans. Brian lui dit que les personnes de 36 ans sont toujours considérées comme des enfants, et Amagi ajoute que l'âge officiel de la majorité dans l'Empire est de 50 ans. Cependant, la plupart des gens ne sont pas considérés comme de véritables adultes avant d'atteindre 100 ans, et l'espérance de vie moyenne est également d'environ 500 ans. Liam s'enthousiasme, en pensant à toutes les choses qu'il pourra faire durant sa longue vie, mais Brian le met alors en garde de ne pas être trop proche d'Amagi. Liam lui en demande la raison, et le majordome explique que l'Empire déteste l'IA plus que tout, car l'humanité a failli être anéantie par l'IA autrefois. Heureusement, un groupe de personnes courageuses a empêché l'IA de conduire complètement l'humanité à l'extinction, et ces personnes ont fondé l'Empire, et maintenant elles détestent l'IA sous toutes ses formes. Liam est curieux de savoir pourquoi sa mère lui aurait donné une femme de chambre IA si elle était au courant de cela, et Brian essaie de lui cacher le secret. Cependant, Liam lui sort le discours du « Je suis le capitaine maintenant » et lui ordonne de révéler la vérité. Brian dit nerveusement à Liam que ses parents l'ont abandonné
et se sont enfuis parce que leur famille était noyée sous les dettes. Liam est choqué d'entendre cela, et Brian explique que son arrière-grand-père était un homme formidable, mais que ses successeurs étaient terribles pour gouverner la planète. Le majordome explique ensuite que la plupart de leurs ressources sont sous le contrôle des usuriers, et que même l'économie de leur planète n'est pas bonne. Liam ne comprend pas pourquoi ses parents lui refileraient toute la responsabilité de leur territoire en déclin. Et Brian lui dit que la seule raison pour laquelle ils l'ont mis au monde était de pouvoir lui refiler leurs responsabilités. Liam est furieux parce qu'il a déjà vécu une vie où il a été utilisé puis jeté, et il semble que la même chose va se reproduire. Il décide que cela n'arrivera pas tant qu'il pourra y faire quelque chose, et dit à Amagi qu'ils sont tous les deux des parias pour cette société, alors ils devraient faire équipe. Il demande à la femme de chambre de le rejoindre, car ensemble, ils peuvent s'emparer du pouvoir de faire tout ce qu'ils veulent, mais elle refuse et s'agenouille devant lui. Elle dit à Liam que son seul but dans ce monde est de le servir, et qu'il n'a pas besoin de lui demander de faire équipe avec lui. Elle promet de le servir de toutes les manières possibles, et Liam décide de lui donner les 3 lois de la robotique pour protéger l'humanité. Cependant, il change instantanément d'avis car il ne va plus être le gentil. Il décide d'être aussi égoïste que possible et révise les 3 lois afin qu'elles ne s'appliquent qu'à lui. La première loi stipule qu'Amagi ne peut pas nuire à son maître directement ou indirectement. La deuxième loi lui demande d'obéir à tous ses ordres, et la troisième loi lui demande de se protéger tant qu'elle n'a pas besoin de violer les 2 premières lois. Une fois qu'Amagi a gravé les 3 lois dans son système, Liam lui demande ce qu'il devrait faire pour rendre son territoire meilleur et prospère. Elle lui suggère d'utiliser une capsule d'éducation qui mettra directement la connaissance et l'expérience dans son cerveau et renforcera également son corps. Elle lui dit qu'il devra rester dans la capsule d'éducation pendant quelques mois et que, pendant ce temps, elle pourra s'occuper de son territoire en son nom. Brian panique en entendant cela et dit à Liam que laisser une femme de chambre IA gérer tout le territoire est dangereux pour l'humanité. Liam lui dit que ce n'est pas dangereux parce qu'il ne veut pas détruire l'humanité et que, selon la deuxième loi, Amagi suivra parfaitement ses instructions. Brian, déconcerté, dit à Liam que l'Empire n'acceptera pas cela, mais Amagi vérifie la Constitution et répond qu'il n'y a aucune loi empêchant l'IA d'aider aux fonctions de gouvernance. Sur ce, Liam ordonne à Brian de préparer une capsule d'éducation et donne toute l'autorité en son absence à Amagi. Une fois à l'intérieur de la capsule d'éducation, Liam demande à Amagi si elle peut ressentir des émotions ou même les imiter car elle est assez avancée pour une femme de chambre IA. Amagi répond qu'elle ne sait pas si elle est capable de ressentir ou d'imiter des émotions. Mais quand Liam lui a demandé de faire équipe avec lui plus tôt, elle a trouvé son cache soudainement débordant de données. Liam réalise qu'Amagi peut vraiment ressentir une sorte d'émotion et il lui demande de s'occuper de tout pendant qu'il parcourt rapidement ses études scolaires et universitaires. Liam sort de la capsule d'éducation après exactement 2 ans, avec des décennies d'informations et d'expériences stockées dans son cerveau. Il est surpris d'apprendre qu'il y était resté 2 ans, et Amagi lui dit que c'est naturel car il n'avait aucune notion du temps à l'intérieur de la capsule d'éducation. Liam remarque alors que son corps a également grandi et s'est renforcé en 2 ans grâce à la capsule, et Amagi lui dit qu'il aura besoin d'une rééducation pour s'habituer à cette croissance. Une fois que Liam a terminé sa rééducation, il prend en charge sa planète et reçoit un rapport d'Amagi. Il constate que l'état de la planète s'est amélioré lentement et décide d'examiner de plus près leurs principales installations. Amagi l'emmène d'abord à la base de lancement des vaisseaux spatiaux, et Liam commence à baver en voyant les vaisseaux décoller et s'amarrer à leur quai flottant qui sert de ligne de défense. Il est encore plus excité en voyant le robot de combat géant que les soldats opèrent. Mais Amagi lui dit que la plupart d'entre eux ne sont pas utilisés car ils n'ont pas le budget pour les réparer. Liam dit qu'il veut aussi être à l'intérieur du robot de combat géant. Et Amagi est heureuse d'organiser cela pour lui. Liam entre dans un robot de combat, puis Amagi lui dit que le mouvement du robot est contrôlé par la magie. Elle lui demande d'imaginer simplement comment il veut déplacer le robot, et il fera exactement cela. Liam essaie et découvre que faire bouger le robot de combat n'est pas vraiment difficile. Cependant, Amagi lui dit qu'elle a retiré toutes les armes de la combinaison robotique pour assurer sa sécurité. Liam dit qu'il veut vraiment combattre quelqu'un dans le robot, et Amagi arrange cela en convoquant le capitaine de leur troupe. Liam charge directement le robot de combat du capitaine et le renverse, mais il réalise rapidement que le capitaine ne le prend pas au sérieux. Il lui crie de se battre sérieusement et l'homme obéit à son ordre. Liam le charge à nouveau, mais cette fois, le capitaine désarme son robot puis le projette au sol. Liam est surpris par la différence entre eux, et Amagi lui dit que, puisque le capitaine a plus d'expérience en entraînement, il peut visualiser le mouvement de son robot bien mieux qu'un novice complet. Cela fait réaliser à Liam qu'il est trop faible, et il décide de s'entraîner pour devenir plus fort.
Il ordonne à Brian de lui trouver le meilleur instructeur d'arts martiaux des environs, et le majordome lui dit qu'il est un souverain, donc il n'a pas besoin d'apprendre à se battre. Liam rejette son conseil car il a été opprimé par des personnes puissantes dans sa vie précédente, et cette fois, il veut être plus puissant que quiconque. Peu après, un samouraï nommé Yasushi arrive devant le château pour devenir le professeur de Liam. Liam se met instantanément à fanboyer en voyant Musashi Mihawk et pense que c'est un grand artiste martial. Il dit qu'il est vraiment excité d'apprendre de l'un des meilleurs artistes martiaux de ce monde, et Yasu commence à philosopher sur la façon dont il s'efforce de faire de son style d'art martial le meilleur de tout l'Empire, mais que c'est un processus qui ne finit jamais. Liam est encore plus séduit par lui maintenant, et quand Amagi essaie de le prévenir que l'épéiste a l'air louche, il ignore son avertissement, disant qu'être un peu louche est la preuve qu'il est un grand épéiste. Il est certain que Yasu est uniquement concentré sur le fait de devenir fort. Il semble donc détaché du monde, mais Amagi lui dit de le tester au moins. Liam accepte et demande à Yasu de montrer ses compétences, alors il l'emmène dans un endroit proche où des bûches de bois sont dressées verticalement. Yasu dit qu'il va lui montrer la technique secrète de son style d'arts martiaux, mais qu'il ne peut la lui montrer qu'une seule fois et qu'il doit la mémoriser à cette occasion. Liam demande à Amagi d'enregistrer tout, puis Yasu prend sa posture. Il ne tire son épée qu'à moitié de son fourreau, puis la remet rapidement. Mais l'instant d'après, les bûches sont tranchées en deux et tombent au sol. Liam est choqué de voir cela, et il demande à Amagi d'analyser l'enregistrement et de lui dire comment Yasu a fait. L'enregistrement montre qu'il n'a même pas tiré son épée, et Liam est abasourdi, pensant que Yasu était si rapide que même Amagi n'a pas pu enregistrer correctement ses actions. Il demande avec enthousiasme à Yasu d'être son professeur, et celui-ci accepte volontiers. Cependant, il retourne sur les lieux plus tard dans la nuit, se moquant de Liam parce qu'il est tombé dans son piège, qui utilisait des bûches déjà coupées en deux. Ignorant qu'il se fait arnaquer, Liam continue de s'entraîner sous la direction de Yasu aux arts de l'épée et de la lance. Il continue de s'améliorer dans les bases au fil des ans, mais ne parvient jamais à apprendre la compétence secrète que, selon lui, Yasu possède. Un soir, après s'être entraîné dur pendant 3 ans, Liam essaie de couper une bûche de bois avec une entaille aérienne, mais évidemment rien ne se passe. Il se demande comment il peut apprendre la technique secrète car il a besoin d'un coup de grâce à la hauteur de sa force. Cette nuit-là, alors que Yasu est occupé à lire des mangas dans sa chambre, Liam frappe à la porte. Liam lui demande de lui enseigner la technique secrète, mais Yasu lui dit qu'il ne peut plus étudier sous sa direction. Liam est choqué, et le faux épéiste lui rappelle que lors de leur première rencontre, il lui avait clairement dit qu'il ne lui montrerait la technique secrète qu'une seule fois. Il dit que c'était sa faute de ne pas l'avoir apprise sur le champ, et qu'il ne mérite donc plus d'étudier sous sa direction. Liam panique en entendant cela, et supplie Yasu de lui pardonner, promettant qu'il ne l'embêtera plus à ce sujet, et Yasu fait semblant de lui pardonner. Une fois que Liam est parti, il commence à manger des chips, et se moque du garçon pour avoir cru qu'une technique pareille existait vraiment. C'est alors que Liam ouvre à nouveau la porte, disant qu'il veut ajouter un peu plus d'argent à ses frais mensuels pour s'excuser correctement de ses actions précédentes. Yasu n'a aucune raison de refuser plus d'argent, et il se met à danser et à exprimer sa joie, car c'est le travail le plus facile qu'il ait jamais eu. Mais Liam apparaît alors à nouveau, disant qu'il veut un jour de congé de son entraînement car il a une affaire urgente demain. Le lendemain, Liam reçoit un rapport sur l'économie de sa planète de la part d'Amagi. Elle lui dit qu'ils sont toujours lourdement endettés, mais qu'ils se rétablissent progressivement. Et Liam est vraiment très content d'entendre cette bonne nouvelle. Il félicite Amagi, mais elle dit qu'elle ne mérite pas ses éloges car elle n'a pas été en mesure de répondre à ses attentes. Elle lui montre que les progrès sont très lents, notamment dans certains secteurs clés comme l'éducation et le développement des ressources humaines, et ce, malgré des investissements considérables. Dès que Liam voit les détails, il comprend immédiatement ce qui cloche et convoque sans tarder le responsable du département. Peu après, un individu laid, transpirant et visiblement idiot se présente, et Liam entre directement dans le vif du sujet. Il demande à l'homme pourquoi il a dérobé des fonds publics, car des preuves concrètes indiquent qu'il a détourné de l'argent à son profit personnel. L'homme, prenant Liam pour un jeune naïf, tente de lui expliquer qu'il existe de nombreux problèmes imprévus dans son domaine, nécessitant des fonds pour être résolus. Liam commence à l'examiner de manière encore plus attentive, et il en vient presque à admirer la corruption de cet homme, songeant qu'il pourrait en tirer quelques leçons. Cependant, à cet instant précis, Amagi lui présente un article de presse relatant un scandale majeur provoqué par des actes de corruption. L'homme affirme à Liam que ce n'était pas lui, mais bien son subordonné qui avait provoqué ce scandale, et que ce dernier avait été exécuté en conséquence. Amagi, après avoir examiné d'autres articles de presse et rapports, découvre qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes pour incriminer le subordonné dans cette affaire de corruption, et que même après son exécution, les fonds n'ont jamais été récupérés. Liam se remémore subitement comment il avait été piégé par son propre patron dans sa vie antérieure, et il est absolument certain que cet individu transpirant et stupide a agi de la même manière. Il entre dans une rage folle et confronte l'homme sans détour, lui demandant s'il a réellement piégé et assassiné son subordonné.
Ce misérable tente de faire croire qu'il n'a rien fait, mais alors que Liam s'avance vers lui, son épée déjà tirée, il déclare n'avoir fait que le nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l'économie. Cependant, voyant que cela ne parvient pas à apaiser Liam, l'homme tente de l'intimider, affirmant qu'il jouit de ce luxe parce que des individus comme lui travaillent sans relâche pour faire tourner le pays. Liam ne lui laisse pas le temps de finir sa phrase et l'expédie dans l'au-delà d'un unique coup d'épée. Il assène à cet imbécile que seul lui est en droit d'abuser de son pouvoir et d'opprimer son peuple. Il hurle que personne, absolument personne, n'est autorisé à toucher à ses sujets ni à ses richesses et qu'il éliminera quiconque tentera de s'emparer de ce qui lui revient de droit. Liam ordonne ensuite à Amagi de mener une enquête exhaustive et d'exécuter sans pitié chaque fonctionnaire corrompu, mais elle lui demande de retrouver son calme avant toute chose. Liam réalise alors subitement qu'il vient de commettre un meurtre, mais Amagi l'aide avec douceur à relâcher la poigne de son épée. Elle lui explique ensuite qu'exécuter ou renvoyer l'intégralité des fonctionnaires corrompus serait extrêmement préjudiciable pour leur planète, car la corruption était quasi généralisée et elle ne peut absolument pas tout gérer seule. Elle suggère donc à Liam d'acquérir une trentaine de femmes de chambre IA supplémentaires, spécialisées dans l'administration et les tâches connexes, précisant que leur performance ne dépend pas forcément de modèles haut de gamme. Liam lui ordonne de procéder ainsi et d'exécuter également les officiers corrompus, mais Amagi exprime sa préoccupation, craignant que cela ne nuise considérablement à son image publique. Liam lui répond qu'il se moque éperdument de son image, car il n'a absolument pas besoin de quiconque ne lui obéit pas au doigt et à l'œil. Peu de temps après, Liam prend la décision de mettre à l'épreuve ses 3 années d'entraînement en s'exerçant de nouveau contre le capitaine. Cependant, avant même qu'il ne puisse s'installer à l'intérieur d'un robot de combat, Yazoo fait son apparition et lui déclare qu'il serait absolument vain de monter dans un robot de production de masse, trop facile à maîtriser. Il affirme que si Liam aspire à atteindre les plus hauts sommets, il doit impérativement choisir la voie la plus ardue et tenter de piloter un robot que peu de gens sont capables de maîtriser. Liam estime que Yazoo a parfaitement raison, et il se tourne alors vers le capitaine qui lui propose, s'il le désire, d'utiliser le robot de combat personnel de son arrière-grand-père, une machine vieille de 3 générations. En réalité, Yazoo s'efforce délibérément de pousser Liam à utiliser le mécanite de son arrière-grand-père. Plus tôt dans la journée, il fouillait l'entrepôt dans l'espoir de dérober quelque chose de valeur, car Liam progressait à une vitesse fulgurante, et bientôt il n'aurait plus rien à lui enseigner, ce qui signifierait la fin de son emploi le plus avantageux. Il n'a découvert aucun objet de valeur dans l'entrepôt, jusqu'à ce qu'il tombe par hasard sur une très ancienne unité de mecha qui, à première vue, semblait irréparable, même après une remise en état complète. Cependant, il a eu l'intuition qu'il pourrait en vendre les pièces détachées pour une somme colossale. Liam, dupé par sa ruse, ordonne à Brian de réparer ce vieux Mechanite. Brian lui explique que cette unité est bien trop ancienne et totalement impropre à toute utilisation, et qu'il ferait mieux d'employer un modèle de série pour assimiler les rudiments. Mais Liam refuse catégoriquement, arguant que son maître lui a enseigné que les véritables combattants aguerris sont capables de piloter même les mechas les plus complexes et exigeants. Brian, n'ayant aucune réplique à cela, se contente de suggérer à Liam d'au moins cesser de gaspiller son temps précieux à s'entraîner, car il est déjà d'un niveau exceptionnel. Liam rejette également cette proposition, affirmant qu'il s'exerce spécifiquement pour maîtriser le mouvement ultime que Yasu lui a démontré. Pendant ce temps, Amagi se rend pour inspecter le vieux mecha, conformément aux ordres de Liam. Elle n'accorde absolument aucune confiance à Yasu, mais elle ne peut en aucun cas désobéir aux directives de son maître, et elle formule le vœu sincère que cette ancienne machine puisse le maintenir en parfaite sécurité. Quelques jours s'écoulent, et une ingénieure du nom de Nias débarque sur la planète, spécifiquement pour réparer le mecha. Elle se présente comme une ingénieure émérite de la 7e usine d'armement impériale, et Liam, en retour, se présente également avec courtoisie. Nias se met subitement à dévisager Amagi, ce qui rend Liam immédiatement sur la défensive, lui demandant si elle a le moindre souci avec sa servante. En réalité, Nias est fascinée par Amagi, car elle n'a jamais eu l'occasion de voir un robot IA de femme de chambre personnalisé d'une telle valeur et d'une telle sophistication. Elle tente de l'examiner sous toutes les coutures, mais Liam l'interrompt sèchement et lui intime de se concentrer uniquement sur la tâche pour laquelle elle a été mandatée. Il la conduit ensuite vers l'ancien mecha, et Nias, sans la moindre hésitation, lui conseille aussitôt d'abandonner l'idée et d'en acquérir un tout nouveau. Liam insiste fermement sur la réparation de cette vieille unité, et Nias lui explique qu'ils ont cessé la fabrication de ce modèle depuis fort longtemps, ce qui rendra les pièces de rechange extrêmement rares et coûteuses. Liam lui ordonne alors de remplacer les pièces introuvables par des composants modernes, mais il tient absolument à ce que les commandes restent manuelles. Il lui déclare qu'il se moque éperdument du coup, ce que Nias est enchanté d'entendre. Liam lui précise également qu'il désire une attaque finale spectaculaire, à la manière d'un rocket punch, et c'est précisément à cet instant que Yasu fait son apparition, curieux de comprendre la situation. Il tombe éperdument amoureux de Nias au premier regard et tente de l'aborder avec une attitude décontractée et cool, mais elle est bien trop absorbée par sa dispute avec Liam, lui expliquant les multiples raisons pour lesquelles elle ne peut absolument pas installer un bras propulsé sur le robot. Finalement, Liam parvient à la persuader grâce à l'irrésistible pouvoir de l'argent, mais Yasu, vexé que Nias ne lui ait accordé aucune attention, devient extrêmement jaloux. Il décide alors de se défouler sur Liam en lui imposant un entraînement d'une difficulté absolument insurmontable. Il doit parer des balles de tennis les yeux bandés, tout en maintenant son équilibre précaire sur une bûche flottant au milieu d'un lac, et son épée a été rendue démesurément lourde. Liam déclare à Yasu que c'est irréalisable, mais Yasu, agissant par pure vengeance, lui intime d'arrêter de se fier à ses sens et de faire appel à ses instincts profonds. Yasu lui enjoint de cesser de réfléchir et de commencer à ressentir, et Liam, comme à son habitude, le prend très au sérieux.
Quelques jours plus tard, Nias achève la réparation et la personnalisation complète de l'unité mecha, et Brian, en la voyant, est pris d'une profonde nostalgie, se remémorant les jours de gloire passés de la prestigieuse famille Banfield. Nias explique ensuite à Liam le fonctionnement du mecha, et l'invite à monter à bord pour une démonstration pratique. La salle de contrôle a été considérablement agrandie grâce à l'utilisation astucieuse de la magie spatiale, et dès que Liam s'installe sur son siège, le mecha procède à un scan complet et le désigne officiellement comme son nouveau maître. Nias lui explique que désormais, l'unité ne reconnaîtra plus que lui seul comme son pilote légitime. Sur ce, Liam tente de faire un premier pas avec le mecha, mais celui-ci finit par s'écrouler lourdement au sol, car il ne dispose d'aucune fonctionnalité d'assistance pour faciliter ses mouvements. Nias lui explique que cela rendra la maîtrise du mecha considérablement plus ardue, mais que si Liam parvient à le dompter, il pourra le mouvoir avec la même fluidité que son propre corps. Liam décide de retenter sa chance, et cette fois, il réussit à se relever sans encombre et à sortir de l'entrepôt. Nias est profondément impressionné par ses aptitudes et lui affirme que s'il est capable de contrôler le mecha avec une telle aisance dès le premier essai, il doit être un véritable génie. Elle lui conseille de continuer à visualiser mentalement la manière dont il souhaite mouvoir le mecha, mais à cet instant, ses formes généreuses effleurent le bras de Liam, et son esprit, habituellement celui d'un incel, est soudainement submergé par ses instincts les plus primaires et libidineux. Il se met à imaginer des scènes obscènes et le mecha les reproduit fidèlement. Yasu, témoin de la scène, est pris de panique, persuadé que Liam se livre à des actes pervers envers Nias à l'intérieur du mecha. Brian, quant à lui, est ravi, car c'est la toute première fois que Liam manifeste un quelconque intérêt pour une femme humaine. À l'intérieur du mecha, Nias est également prise de panique et en vient à considérer Liam comme un véritable pervers. Plus tard, Yasu, en guise de vengeance personnelle, rend son entraînement déjà démentiel encore plus intense et impitoyable. Le jour suivant, Liam s'exerce de nouveau pour tenter d'acquérir la compétence secrète, mais comme à son habitude, il ne réalise absolument aucun progrès. Il interroge Amagi, lui demandant s'il est totalement dépourvu de talent pour l'escrime. Elle lui répond qu'en sa qualité de femme de chambre IA, elle est incapable de comprendre la notion même de talent. Cependant, elle est d'avis que le véritable problème ne réside pas chez Liam, mais plutôt chez Yasu. Elle affirme que le problème réside dans la crédibilité de Yasu, mais au lieu de comprendre qu'il est en train de se faire escroquer, Liam interprète les paroles d'Amagi comme un reproche, pensant qu'il n'a pas accordé suffisamment de confiance à Yasu. Amagi tente de lui expliquer qu'elle voulait dire tout autre chose, mais Liam a déjà pleinement saisi ce qui lui fait défaut. Il déclare que le fait que Yasu ait pu couper des bûches situées hors de portée de son épée est une prouesse physiquement irréalisable, mais il se souvient que ce monde est également imprégné de magie. Il est désormais convaincu que la magie constitue la seule et unique explication de la manière dont il pourrait exécuter son mouvement ultime. Liam se dit que s'il parvient à concentrer sa magie sur son épée et à s'imaginer la projeter comme une entaille volante, il pourrait alors lui aussi être capable d'exécuter ce mouvement ultime. Il se met immédiatement à s'entraîner en gardant ce principe à l'esprit, et des années s'écoulent, durant lesquelles il s'efforce d'envoyer une entaille magique vers sa cible. Et un beau jour, il réussit enfin à briser toutes ses limites. Le lendemain, Liam convie Yasu à venir constater ses remarquables progrès. Il emploie alors sa technique spéciale pour projeter une entaille magique, tranchant net une bûche de bois en deux, et l'esprit de Yasu est absolument sidéré par ce qu'il vient de voir. Il se demande avec stupéfaction comment Liam a bien pu maîtriser cette technique, alors qu'elle n'était qu'une supercherie depuis le tout début. Liam lui demande alors s'il a réussi son épreuve, et Yasu, incapable de répondre, est abasourdi d'avoir été témoin de l'impossible. Il demeure silencieux, cherchant désespérément ses mots, et Liam, l'observant, croit qu'il est déçu car il s'est contenté d'apprendre à trancher des objets à distance. En effet, Yasu lui dit précisément cela, l'exhortant à ne pas se reposer sur ses lauriers, même s'il a accompli un exploit considérable, et l'incite à persévérer dans ses efforts pour devenir encore plus puissant. Quelques jours plus tard, Liam apprend que des pirates ont lancé une attaque contre l'une des planètes relevant de son autorité. Amagi lui explique que cette planète était initialement inhospitalière pour la vie et l'exploitation minière, mais qu'elle avait néanmoins réussi à y implanter une usine. Et à présent, les pirates tentent de la piller sans vergogne. Brian informe Liam que leurs soldats sont engagés dans un combat acharné contre les pirates, mais qu'ils ne pourront pas tenir très longtemps. Liam se tourne sans attendre vers Amagi pour élaborer une stratégie, et elle lui explique qu'ils peuvent tirer parti de l'horizon de la planète et de sa gravité singulière pour lancer une attaque surprise dévastatrice contre les pirates. Il lui ordonne de prendre en charge la bataille spatiale et de capturer le vaisseau pirate, tandis que lui-même rejoindra les soldats pour défendre l'usine au sol. Brian lui affirme que c'est une entreprise bien trop périlleuse, mais Liam, faisant fi de ses avertissements, s'engouffre dans son méca chevalier. Amagi le propulse alors en direction de la planète, et Liam, usant habilement des nuages pour se dissimuler, lance des attaques furtives et dévastatrices contre les pirates. Les pirates sont pris de panique tandis que le mecha de Liam commence à les pourchasser sans relâche. Certains tentent de l'attaquer par derrière, mais grâce à l'entraînement démentiel de Yasu, Liam a développé une capacité d'observation surhumaine et il neutralise les pirates avec une facilité déconcertante. Il met à profit sa capacité d'observation surhumaine pour repérer les ennemis dissimulés derrière les nuages, puis utilise une autre arme pour les abattre sans pitié. Les pirates, de plus en plus inquiets, décident de battre en retraite, mais c'est alors que Liam déploie son entaille volante, tranchant simultanément des dizaines de leurs mechas en un seul coup. Les pirates sont complètement désemparés, car ils n'ont jamais eu connaissance d'une arme capable de trancher à une telle distance, et ils se retirent aussitôt en désordre. Liam décide alors de leur offrir un aperçu de son coup de poing, propulsé spécial, mais à sa grande surprise, absolument rien ne se produit lorsqu'il donne l'ordre d'exécution. Il se demande si Nias n'aurait pas omis d'installer cette fonctionnalité dans son mecha, quand soudain, un cercle magique lumineux apparaît juste à côté de lui, et un bras propulsé gigantesque en jaillit, percutant de plein fouet les pirates en fuite et provoquant une explosion d'une ampleur colossale. Liam était furieux, car ce n'est absolument pas ce qu'il avait imaginé, mais Nias lui explique que c'était la seule méthode viable pour que le Rocket Punch devienne une attaque réellement fonctionnelle. À cet instant précis, Amagi contacte Liam, l'informant qu'elle n'a malheureusement pu capturer que 10% des vaisseaux pirates.
30% d'entre eux ont été anéantis et les 60% restants ont réussi à s'échapper. Liam considère néanmoins cela comme une victoire éclatante et félicite Amagi pour son excellent travail. Peu de temps après, la nouvelle de la défaite de ses troupes parvient au capitaine pirate Guz, qui se trouve dans son laboratoire, et il entre dans une rage folle en l'apprenant. Son assistant lui explique que les pirates ont gravement sous-estimé la force de l'ennemi et ont subi une cuisante défaite, ce qui les a contraints à battre en retraite pour minimiser leurs pertes. Le capitaine pirate, furieux, traite les pirates en fuite de lâche et déclare avec véhémence qu'il ne tolérera absolument aucun perdant au sein de son équipage. Il ordonne à son assistant de préparer l'intégralité de la flotte, car ils vont anéantir ceux qui ont fui pour rentrer chez eux, afin d'envoyer un message clair à tous. Le capitaine Gus ne tolère absolument pas l'échec. Il se prépare à prendre personnellement la tête de la flotte et intime à son dernier sujet d'expérimentation de patienter encore un peu, car il compte bien s'amuser avec elle plus tard. Du côté de Liam, il s'arrime à une station spatiale située en orbite autour de sa planète, pleinement satisfait de sa victoire éclatante sur les pirates. Amagi le félicite chaleureusement d'avoir remporté sa toute première bataille, et Liam lui répond que ce qui est encore plus gratifiant que la victoire elle-même, c'est le fait qu'ils aient réussi à s'emparer d'un précieux butin. Amagi lui explique que, conformément aux lois strictes de l'Empire, s'ils parviennent à capturer un vaisseau pirate, celui-ci ainsi que l'intégralité de sa cargaison leur reviennent de droit. Liam est absolument enchanté d'apprendre cette nouvelle, car il s'imagine déjà que les vaisseaux pirates regorgent d'or et d'argent. Mais à sa grande surprise, ils contiennent en réalité quelque chose d'encore bien plus précieux. Tandis que les soldats extraient d'immenses caisses remplies de minéraux rares, tels que l'adamantite et le mithril, des entrailles des vaisseaux pirates, Amagi informe Liam que ces matériaux sont d'une valeur inestimable. Il n'est absolument pas satisfait de cette découverte, car il espérait trouver de l'or et des diamants. Mais Amagi lui explique que l'or n'a en réalité aucune valeur intrinsèque, étant principalement un élément inutile, et que le diamant n'est rien d'autre que du carbone, qu'ils peuvent aisément synthétiser chez eux. Liam comprend alors que les métaux et pierres précieuses de la Terre n'ont absolument aucune valeur dans ce monde, mais le chercheur d'or qui sommeille en lui désire toujours ardemment ce métal jaune et étincelant. Il exige de l'or et Brian lui répond qu'ils en possèdent une certaine quantité, qu'ils emploient aussi pour la fabrication de composants électroniques. Liam lui ordonne de transformer tout cet or en pièces de monnaie et d'en remplir entièrement sa chambre. Quant au mithril et aux autres éléments rares, il souhaite qu'ils soient forgés en armes légendaires. Brian s'excuse alors, informant Liam qu'il ne dispose malheureusement d'aucun forgeron suffisamment compétent dans leur domaine pour réaliser de telles créations. Liam est visiblement déçu, mais Amagi lui révèle alors qu'elle a fait une découverte significative pendant qu'ils affrontaient les pirates. Elle lui explique qu'actuellement, la famille Benfield possède une flotte d'environ 10 000 cuirassés, mais que seulement 30% d'entre eux sont réellement opérationnels et qu'ils ne peuvent en déployer qu'à peine 2000 en cas d'alerte d'urgence. Liam est étonné qu'ils aient pu remporter la victoire contre les pirates avec si peu de moyens. Amagi lui explique que les pirates les ont grandement sous-estimés et que par la suite, les compétences exceptionnelles de Liam sur le champ de bataille les ont rapidement acculés et mis en déroute. Liam est ravi d'entendre ces paroles, mais le fait que 70% de sa flotte soit totalement inutilisable le préoccupe grandement. Amagi propose alors de vendre la ferraille et les pièces inutilisées. Brian s'y oppose immédiatement, arguant que s'ils réduisent le nombre de vaisseaux dans leur flotte, les pirates les considéreront comme des proies faciles et les attaqueront sans hésitation à nouveau. Amagi réplique qu'il faut dépenser de l'argent même pour l'entretien le plus élémentaire des vaisseaux non utilisés et qu'ils n'en ont pas en abondance. Liam est entièrement d'accord avec elle, car il refuse catégoriquement de gaspiller le moindre centime et déclare qu'il devrait soit vendre, soit reconvertir ses navires devenus inutiles. Amagi propose ensuite qu'ils puissent acquérir davantage de vaisseaux grâce aux fonds qu'ils tireront de la vente des matériaux récupérés sur les navires pirates. Elle précise qu'ils ne seront certes pas en mesure d'obtenir les tout derniers modèles, mais qu'ils pourront acheter suffisamment de vaisseaux d'occasion pour reconstituer et renforcer leur flotte. Brian exprime une fois de plus son désaccord, affirmant que s'ils ont recours à des vaisseaux d'occasion, l'honneur et la fierté de leur famille en pâtiront grandement. Malheureusement pour lui, Liam se fiche éperdument de la fierté et de l'honneur familial, n'y accordant absolument aucune importance. Il ne désire qu'une seule chose, la victoire. C'est pourquoi il ordonne à Amagi d'acquérir sans délai de bons cuirassés d'occasion. Pendant ce temps, bien loin du territoire de Liam, Nias présente aux nobles d'élite de l'armée impériale le tout dernier navire de guerre mis au point par la 7e usine d'armement. Elle leur détaille comment ce tout nouveau vaisseau est non seulement plus puissant que les modèles antérieurs, mais aussi bien plus économe en carburant et d'une maintenance simplifiée. Une fois sa présentation achevée, sa rivale, issue de la 3e usine d'armement, introduit son propre navire, en commençant par révéler qu'il a été imaginé par un architecte de renommée mondiale, maintes fois primé. Elle exhibe fièrement l'intérieur somptueux du vaisseau, conçu par la plus prestigieuse maison de mode, ainsi que les matériaux rares et onéreux employés pour son aménagement. Elle assure aux invités qu'à bord de leur navire, ils conserveront une allure élégante et distinguée, quelle que soit l'intensité du combat. Son argumentaire de vente fait mouche, et tous les ambitieux de l'armée impériale décident d'acquérir le vaisseau de la 3e usine pour en faire leur cuirassé principal. Nias est complètement sidérée par cette décision, car son propre navire est objectivement supérieur, et elle se demande avec incrédulité pourquoi quelqu'un opterait pour une croisière de luxe plutôt que pour un véritable cuirassé de combat. La représentante de la 3e usine réplique que leur vaisseau est également équipé d'armements conçus par des experts, ce qui le rend tout aussi puissant. Mais elle ajoute qu'être simplement fort ne suffit pas. Il est impératif d'être également esthétiquement plaisant pour véritablement séduire la clientèle. Absolument rien de ce que Nias tente d'expliquer ne change la donne. Alors qu'elle quitte le bâtiment en compagnie de sa rivale, elle lui lance avec une pointe d'amertume que si leur vaisseau devait un jour s'affronter en combat réel, la 7e usine l'emporterait avec une marge écrasante.
Cette garce blonde se moque d'elle ouvertement, affirmant que leurs vaisseaux ne s'affronteront jamais, car personne n'achètera les navires si banals et sans intérêt que Nias a conçus. Nias, en entendant cela, est envahie par une frustration intense et se prépare à en venir aux mains, mais malheureusement, elles se trouvent toutes deux chez elle, communiquant uniquement par l'intermédiaire d'un projecteur. Nias est profondément déçue, car elle sait qu'elle va inévitablement se faire réprimander par son supérieur hiérarchique. Elle se demande alors s'il existe un seul noble qui serait prêt à acquérir leur cuirassé. Soudain, elle se remémore Liam, celui qui a choisi de piloter l'armure de combat Emmanuel, et elle a l'intuition que ce bon samaritain achètera très certainement ses cuirassés également. Pendant ce temps, le guide, cet étrange individu malsain qui tire un plaisir pervers des émotions négatives d'autrui, s'affaire à tourmenter les gens ordinaires sur Terre. Il se délecte de leurs émotions négatives, mais celles-ci ne sont pour lui que de simples amuse-gueules. Il attend avec une impatience non dissimulée les émotions négatives de Liam, persuadé que ce dernier est déjà profondément endetté. Il décide de s'offrir sa première dose d'émotions négatives et pénètre dans le monde fantastique, mais il est stupéfait de constater que Liam a complètement transformé sa ville. Celle-ci n'est plus du tout envahie par la végétation luxuriante, et les travaux de construction avancent désormais avec une fluidité et une efficacité remarquables. Le guide n'en croit pas ses yeux, car la ville aurait dû, selon ses prévisions, être dans un état bien plus déplorable. Il se dit alors qu'au moins, Liam devrait être passablement déçu par ses compétences en escrime, étant donné qu'il a lui-même personnellement dirigé l'escroc nommé Yasu vers lui. Il se rend pour prendre des nouvelles de cet épéiste jugé inutile et le découvre ivre dans un bar, se plaignant amèrement de la manière dont son élève était parvenu à devenir un épéiste de première classe, alors que lui-même n'est même pas un épéiste de troisième ordre. Il se lamente d'avoir persisté à suivre des méthodes d'entraînement aussi stupides et d'avoir, on ne sait comment, réussi à reproduire un simple tour de magie pour en faire une attaque d'une efficacité redoutable. Le guide, perplexe face à cette révélation, décide de vérifier directement la situation de Liam pour découvrir avec étonnement qu'il est désormais capable de reproduire à l'identique le mouvement précis que Yasu lui avait démontré lors de leur toute première rencontre. Cependant, Liam n'est absolument pas satisfait de cette prouesse, car il est convaincu que Yasu a délibérément réduit son niveau pour la lui démontrer. Il estime que s'il employait toute sa puissance, il serait capable de trancher une cible située à une distance d'un bon kilomètre. Il décide de poursuivre son entraînement, avec encore plus d'ardeur, et tout en maniant son épée, il repense à la manière dont sa vie avait si tragiquement débuté lorsque ses parents l'avaient abandonné. Mais il a pu faire les bons choix parce que de bonnes personnes sont entrées dans sa vie. Il remercie le guide de l'avoir envoyé ici, et ses émotions positives font tomber l'excentrique à genoux parce qu'il ressent de la douleur lorsqu'il est exposé à la positivité. Il consomme immédiatement les émotions négatives de Yasu pour reconstituer sa santé et se demande comment Liam peut être si heureux. Il est sûr de ne pas s'être trompé en l'envoyant ici. Et le bonheur que Liam éprouve en ce moment le fera pleurer encore plus fort quand il verra sa vie se ruiner. Quelques jours plus tard, Amagi informe Liam que l'armée impériale remplace ses navires de guerre par les derniers modèles et qu'ils ont accepté de vendre les cuirassés qu'ils utilisaient jusqu'à présent. Liam apprécie l'accord, mais Amagi lui dit ensuite que l'armée impériale a posé une condition. Ils devront accepter des officiers et soldats de réserve qui seront bientôt à la retraite. Liam pense que l'armée impériale leur refile des indésirables, mais Amagi affirme que c'est une bonne idée car même si ces soldats sont de seconde zone, ils ont plus d'expérience que les meilleurs de leurs propres troupes et les intégrer à l'armée profitera au domaine de Benfield. Liam décide d'accepter l'accord après avoir entendu cela, et le guide décide de lui envoyer un groupe de soldats très sincères et justes qui ne toléreront pas un seigneur maléfique et se rebelleront contre lui. D'un autre côté, Yasu a la gueule de bois après sa soirée au bar, mais quand il entend Nias l'appeler de l'extérieur de sa chambre, il dégrise immédiatement. Il l'invite à entrer et Nias commence à le complimenter, disant qu'il a entraîné Liam à devenir un maître épéiste à un si jeune âge. Yasu pense qu'elle le drague, mais Nias veut juste des informations sur Liam pour pouvoir faire affaire avec lui. Ce malentendu persiste tout au long de leur conversation, et Yasu croit que Nias veut connaître ses hobbies et préférences alors qu'elle veut savoir quelle offre complémentaire elle peut faire à Liam pour qu'il achète leur cuirassé. Il essaie d'agir comme un tchad, mais quand Nias insiste, il révèle son fétiche pour les femmes de bureau. Eh bien, Nias pense que c'est ce que Liam aime. Alors, quand elle va le rencontrer la prochaine fois, elle s'habille exactement comme Yasu le lui a dit. Elle commence à agir comme une influenceuse TikTok en lui demandant d'acheter ses navires, mais Liam refuse immédiatement, disant qu'il vient d'acheter tout un escadron de navires et de soldats d'occasion. Apprenant qu'il a acheté les navires à l'armée impériale, Nias maudit la 3e usine d'armement de se mettre en travers de son chemin ici aussi, mais elle refuse de partir sans faire une démonstration à Liam. Elle lui parle de ces navires d'usine conçus pour des performances optimales et il lui dit de les vendre à l'armée impériale s'ils sont si bons. Mia se lamente de ne pas avoir pu les convaincre avec sa présentation. Elle supplie Liam d'acheter ne serait-ce que 100 de ses navires et dit que s'il n'a pas d'argent, il peut contracter un prêt et le rembourser plus tard. Liam ne veut pas entendre parler de prêt, alors Nias décide d'embrasser sa nature aguicheuse et commence à le séduire. Il lui dit d'arrêter parce que cela lui rappelle l'époque où sa femme portait des sous-vêtements voyants, mais pas pour lui. Nias ne s'arrête pas et continue d'aller plus loin, et Liam décide d'accepter sa demande pour qu'elle cesse. Il décide de lui acheter 300 cuirassés,
parce qu'Amagi lui dit qu'ils seront utiles à l'avenir et Mias court joyeusement les préparer pour lui. Dehors, elle contacte son coéquipier et lui raconte comment elle a séduit Enobil pour vendre 300 navires, et Brian et Yasu l'entendent tous les deux. Alors que Brian s'inquiète que Liam soit tombé dans un piège à miel, Yasu est furieux, pensant que Liam a fait une avance à Nias, même si elle est clairement intéressée par son professeur. Peu après, Nias livre les 300 cuirassés avancés que Liam a commandés, et au même moment, les cuirassés d'occasion qu'ils ont achetés à l'armée impériale arrivent également. Pendant ce temps, Yasu boude toujours parce que Nias a tenté de piéger Liam, estimant que c'est la faute de Liam. Il pense que Liam lui a offert de l'argent pour qu'elle agisse ainsi pour lui, et il ne peut pas lui pardonner cela. Eh bien, quelqu'un est heureux de voir ses émotions négatives, et c'est le guide. Il veut que Yasu soit plus en colère contre Liam, et le blesse d'une manière qui fera ressentir à Liam des émotions négatives intenses également. Ignorant le désir de vengeance de son professeur, Liam va inspecter les derniers cuirassés de la 7e usine d'armement, et Nias est présente pour lui faire visiter. Liam dit que même si ce n'est pas exactement luxueux, un nouveau modèle est une bonne chose. Nias lui dit que le luxe est inutile, mais Liam répond qu'il en a besoin quand même. Mias fait semblant de ne pas avoir entendu et commence à lui parler du cuirassé surnommé Ash Viper. Elle commence à agir comme une vendeuse de voitures et dit à Liam d'utiliser le navire à moins de 25% de puissance pendant les 3000 premiers kilomètres spatiaux et de changer l'huile de neutrino tous les 5000 km spatiaux. Elle lui dit aussi qu'il obtiendra des points de fidélité qui lui donneront des avantages s'il ne contacte que leur usine pour réparer les navires, et Liam demande si elle lui vend un cuirassé ou une voiture. Mias fait semblant de ne pas entendre cela non plus et lui demande de signer le reçu. Après cela, Mias recommence à agir de manière aguicheuse et demande à Liam de lui donner les navires pirates qu'il a capturés récemment. Il refuse, disant qu'il prévoit de les ajouter à sa flotte également, mais elle continue de supplier. Soudain, Amagi a une idée et dit à Liam qu'ils peuvent donner certains des navires à Nias et lui demander de modifier le reste, car la plupart des navires sont en très mauvais état et ils pourraient cesser de fonctionner à tout moment. Nias dit qu'elle acceptera volontiers ces conditions, car les navires pirates utilisent une technologie inconnue venant de l'extérieur de l'Empire, et tous les chercheurs sont impatients de les étudier. Liam aime aussi l'idée, et il emmène immédiatement Amagi et Nias vérifier les navires pirates. Il constate que son intérieur est assez différent de leur navire, et Nias trouve beaucoup de nouveaux boutons sur son panneau de commande. Liam remarque un volant, et le fan de One Piece en lui se réveille en voyant cela. Il dit à Nias qu'il veut installer ce volant sur son cuirassé, et elle le prévient que ce sera inutile, car cela rend le contrôle du navire plus difficile. Liam essaie d'agir comme un Tchad, en disant que parfois, un homme veut ce que son cœur lui dicte même si c'est inutile. Elle soupire et accepte de le faire. Mais ensuite, elle remarque un appareil très inhabituel dans le navire pirate et commence à s'y intéresser passionnément. Liam s'ennuie de son bavardage quand il aperçoit une créature lumineuse disparaître au coin. Il court après, disant à Amagi qu'il a cru voir un chien. Soudain, il revoit le même chien lumineux disparaître au coin devant lui et il décide de le suivre. La piste les mène, lui et Amagi, à une étrange pièce et elle se branche à la console pour découvrir que c'est la salle de navigation. Elle active les dispositifs de navigation et le sol se transforme en une carte de tous les endroits où le navire est allé. Il découvre que les pirates ont pillé des navires dans tout l'Empire, mais Amagi remarque alors quelque chose d'encore plus inquiétant. Elle dit qu'une fois que le navire pirate a terminé ses raids, il se téléporte toujours vers une porte de distorsion à la frontière de l'Empire. De là, il utilise une courte distorsion pour sortir du territoire de l'Empire. Liam est intrigué et il lui demande si le navire pirate va dans un autre empire, mais elle lui dit qu'il va sur le champ de bataille à la frontière des empires. Elle explique que c'est un endroit où différentes nations et nobles se sont battus, et Liam réalise que les pirates l'utilisent parce que personne ne se soucie de les capturer dans une zone de non-droit. Il demande ensuite à Amagi leur destination lorsqu'ils utilisent la courte distorsion, et elle dit que ce n'est pas un point fixe, mais qu'elle perçoit un schéma. Elle commence à décoder le schéma, et en quelques secondes, elle découvre que leur destination pour la courte distorsion est une planète errante, avec une orbite inhabituelle, qui se déplace très rapidement dans une région pleine de petits trous noirs. Elle dit que la gravité des trous noirs rend l'orbite vraiment imprévisible, et la seule façon pour les pirates de s'y téléporter est qu'ils le savent à l'avance. Liam est vraiment curieux maintenant, et il dit que cette planète errante est l'endroit parfait pour cacher quelque chose. Amagi est d'accord, disant que ce doit être la base cachée des pirates, mais Liam n'est pas d'accord avec elle. Il dit que c'est définitivement une île au trésor, car les pirates s'arrêtent toujours sur des îles au trésor après avoir terminé leur raid. Il dit à Amagi de préparer sa flotte immédiatement car ils partent à la chasse au trésor. D'un autre côté,
Le capitaine pirate Goss a capturé ses subordonnés qui se sont enfuis après avoir perdu le combat contre Liam. Goss est furieux que ses hommes aient perdu face à un noble pauvre et faible et il déclare qu'il restaurera son honneur en écrasant Liam lui-même. Mais avant cela, il détruit les navires des lâches qui se sont enfuis. Et puis, il ordonne à ses hommes de se téléporter vers la porte de Pomona à la frontière de l'Empire. Au même moment, Liam et ses troupes terminent également leur distorsion à courte portée et atteignent leur porte de distorsion la plus proche, qui les mènera à la porte de Pomonia. Cependant, ils ne peuvent pas l'utiliser car les autorités qui entretiennent la porte de distorsion ne les y autorisent pas. Le superviseur contacte Liam, lui disant qu'il doit payer un péage pour utiliser les portes de distorsion, basé sur le poids de ses véhicules et la distance parcourue. Il dit clairement à Liam que le péage pour téléporter 7000 navires de guerre à la frontière de l'Empire est assez élevé et qu'il a besoin d'un paiement anticipé car il ne fait pas confiance à la capacité de la famille Benfield à payer le péage plus tard. Liam promet qu'il paiera le montant intégral une fois revenu, mais le superviseur lui dit qu'il n'y a aucune garantie qu'il revienne, car s'il est capturé par des pirates, ce sera fini pour lui. Liam refuse de faire demi-tour car cela lui a coûté beaucoup d'argent pour amener ses troupes ici, et il ne va pas gaspiller son temps et ses ressources en faisant demi-tour pour aller chercher son portefeuille. Il se transforme alors en Karen et dit qu'il veut parler au responsable. Le superviseur lui dit qu'il est la personne la plus haut placée ici, et Liam décide de lui parler en face à face. Amagi pense que cela ne changera rien, car ils ne sont même pas proches d'un accord pour l'instant. Mais Liam lui dit que les humains ont une capacité unique à mieux se comprendre lorsqu'ils se rencontrent en personne. Pendant ce temps, Gus et ses navires pirates atteignent la porte de Pomonia, et les autorités de leur côté sont déjà dans sa poche. Il leur paie le montant habituel et les fait relier la porte de distorsion à l'endroit où les troupes de Liam attendent, mais il ne le sait pas encore. Au même moment, Liam est dans le bureau de l'autorité de la porte de distorsion et il dit au superviseur d'ouvrir la porte pour lui, car il le remboursera certainement une fois revenu. Cependant, le superviseur reste professionnel et refuse toutes ses tentatives de le convaincre. Juste à ce moment-là, il reçoit un appel concernant l'arrivée des pirates et il dit à Liam de rentrer chez lui car il a d'autres choses à faire. Liam est déçu, mais il sent alors à nouveau le chien lumineux courir derrière lui et il décide d'aller voir ce qui se passe. Pendant ce temps, les pirates entrent dans la porte de distorsion et un trou de verre les connecte à la porte de l'autre côté. Alors qu'ils traversent la porte, Goss dit à ses hommes qu'ils détruiront la famille Benfield et pilleront tout ce qu'ils possèdent. D'un autre côté, le superviseur du côté de Liam dit à son subordonné de ne pas s'inquiéter de qui vient de l'autre côté de la porte de distorsion, car cela ne les regarde pas. Son subordonné cependant sait que c'est un équipage de pirates et il s'inquiète pour la flotte de Liam qui est stationnée dans la zone d'attente en ce moment. Le superviseur lui dit d'arrêter de s'inquiéter car il est tout à fait naturel pour les pirates de cibler une famille noble, faible, et ils ne devraient pas mettre leur nez là où il ne faut pas, car ils reçoivent beaucoup d'argent des pirates. Il dit ensuite à tout le monde dans la salle de contrôle qu'ils vont prendre une pause de 30 minutes maintenant, afin qu'ils ne voient ni n'entendent rien, et 30 minutes, c'est exactement le temps qu'il faudra aux pirates pour traverser la porte. Et bien, juste au moment où tout le monde quitte la salle de contrôle, Liam arrive poursuivant le chien lumineux. Il est toujours confus à ce sujet, mais quand il remarque qu'il est dans la salle de contrôle et que la porte de distorsion a été connectée à Pomonia, il devient soudainement heureux. Il pense que le superviseur a refusé d'écouter sa demande publiquement, mais qu'il s'est avéré être Etsundeira qui l'a secrètement aidé à la fin. Liam pense que tout le monde a quitté la salle de contrôle pour garder secret le fait qu'il l'avait aidé. Il est content, mais il remarque alors que la direction du trou de verre est opposée et il décide de corriger cela. Il s'assied sur le panneau de commande et inverse la direction du trou de verre de force. Mais cela crée un problème et le trou de verre se ramifie, emmenant Gus et sa flotte dans une autre direction, ce qu'ils ne réalisent même pas. Juste à ce moment-là, Amagi contacte Liam, lui demandant de revenir, car ils peuvent obtenir la permission d'utiliser la porte de distorsion maintenant. Il revient immédiatement et demande comment ils peuvent obtenir la permission, et Amagi dit qu'elle a contacté Nias pour de l'aide, et elle leur a dit qu'ils peuvent utiliser la 7e usine d'armement comme garant. Nias dit que puisqu'ils ont fait de bonnes affaires, elle peut au moins faire cela pour lui, et Liam est content de l'entendre. Puisqu'il n'y a plus de problème maintenant, il ordonne à sa flotte d'entrer dans la porte de distorsion. Ils sortent bientôt de la porte de Pomona, et Liam ordonne à Amagi d'initier une distorsion à courte distance vers l'île au trésor dès que toute leur flotte sera assemblée. D'un autre côté, les pirates s'impatientent, car ils devraient être de l'autre côté maintenant, mais ils sont toujours coincés dans le trou de verre. Soudain, ils remarquent qu'ils approchent d'une porte, mais une fois sortis, ils réalisent qu'ils sont condamnés. Au lieu d'aller dans la zone près du territoire de Liam, la flotte pirate s'est retrouvée sur le terrain d'entraînement de l'armée impériale, où 70 000 cuirassés impériaux sont stationnés en ce moment. Pendant ce temps, la flotte de Liam est entièrement assemblée,
et ils utilisent la distorsion à courte distance pour atteindre l'île au trésor qui grouille de navires pirates. Amagi calcule qu'il y a 20 000 navires pirates autour de l'île au trésor, mais la plupart d'entre eux sont amarrés et inactifs car il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un s'approche autant. C'est une bonne nouvelle pour Liam, et il décide d'enfiler son armure de combat pendant qu'il ordonne à Amagi de s'occuper du reste. Elle ordonne immédiatement à la flotte d'ouvrir le feu sur les navires pirates. Alors que les navires pirates sont rapidement anéantis, Liam se prépare également et se lance dans la zone de combat. Il se bat contre les mechas pirates qui ne font pas le poids face à son habileté, puis utilise ses coups de poing propulsés pour attaquer les navires pirates et les faire exploser en tirant leurs câbles cruciaux. Bientôt, toute la flotte pirate est anéantie et Liam ordonne à Amagi d'envoyer tous les soldats mechas sur la planète au trésor pour collecter tout ce qu'ils trouvent. Liam et ses chevaliers mechas attaquent la planète au trésor, détruisant sa surface extérieure pour créer un passage. Un scientifique à l'intérieur de la planète panique alors que les attaques de l'armée de Liam détruisent ce qui reste de leur système de défense, et il se dirige vers la salle de contrôle où il apprend qu'ils sont attaqués et que tous les navires pirates en garde autour de la planète ont été détruits. Pendant ce temps, Liam a finalement pénétré à l'intérieur de la planète et il se retrouve face à face avec des pirates en armures mecha. Il ne perd pas de temps à les découper et au moment où le capitaine de ses troupes arrive, il a déjà fait son travail. Le capitaine lui dit qu'ils se sont aussi occupés des pirates de leur côté et Liam leur ordonne de continuer à dégager le chemin tout en cherchant la salle au trésor. Soudain, il revoit le chien lumineux et il décide de suivre sa piste. Cela s'avère être la bonne décision car le chemin le mène à la salle de contrôle où le scientifique et ses hommes se rendent immédiatement. Liam est satisfait de la tournure des événements et il demande au scientifique de lui remettre tout le trésor. L'Hugo lui demande quel genre de trésor il veut car il a des choses qui valent de l'argent et les animaux de compagnie que le capitaine pirate Gus collectionne. Liam pense que le chien qu'il a vu plus tôt doit être l'un de ces animaux et il demande aux scientifiques plus d'informations à leur sujet. Il commence à penser que Liam est aussi un sadique tordu comme Gus, qui aime transformer les gens en ses animaux de compagnie et propose de transformer les animaux en chiens obéissants pour lui s'il le souhaite. Liam ne comprend pas un mot de ce qu'il dit, alors le scientifique décide de le conduire au laboratoire où il garde tous ses sujets. Alors qu'il leur montre les filles qui ont été transformées en horribles monstres à cause de ses expériences, un soldat commence à vomir car il ne peut pas supporter cela. Tandis que le capitaine le réprimande pour sa faiblesse, Liam avance et son regard se pose sur un sujet d'expérience particulier. Le scientifique lui dit qu'il a un bon œil, car celle-ci est l'animal de compagnie préféré du capitaine Gus. Alors qu'il continue de jacasser sur la façon dont cette fille est son chef-d'œuvre, Liam est dégoûté, se souvenant de sa vie passée où il était traité comme moins qu'un humain. Il ne peut supporter de voir un tel salaud blesser d'autres personnes ainsi, alors il tire une balle dans la tête du scientifique alors qu'il est en plein bavardage. Il commence ensuite à regarder autour de la pièce, mais la voix de la fille ressemblant à une pieuvre, avec ses yeux dans ses paumes, l'atteint. Elle lui demande qui il est et Liam se présente à elle, disant qu'il a pris cette planète sous son contrôle et a tué la personne en charge. La fille est émue aux larmes en entendant cela, car elle pense que sa souffrance va enfin prendre fin. Elle supplie Liam de mettre fin à sa souffrance et à celle des autres filles, car elles ne pourront plus jamais vivre comme des humains. Cependant, Liam déclare avec confiance qu'il sauvera tout le monde, et en retour, elles devront lui rendre cette faveur. Il s'éloigne avec cela, ordonnant à ses soldats d'appeler un médecin et de transporter les filles à son navire afin qu'elles puissent être soignées. La fille le supplie d'arrêter car elle sait qu'elle ne peut pas être sauvée, et le capitaine la plaint, mais il ne peut désobéir aux ordres directs de Liam. Il essaie de le convaincre de changer d'avis, disant qu'il ne sera pas facile de soigner les filles car elles devront régénérer tout leur corps, ce qui coûte un élixir rare et des médecins très qualifiés. Il dit que le coût de sauver toutes ces filles n'en vaut tout simplement pas la peine, mais Liam répond qu'il est de bonne humeur en ce moment, et faire quelques bonnes actions de temps en temps ne fait pas de mal. Juste à ce moment-là, il reçoit un message d'Amagi, lui disant qu'ils ont trouvé la véritable salle au trésor, et Liam est content de l'entendre car ils viennent d'organiser le paiement pour soigner les filles. Pendant ce temps, la fille nommée Christina, qui a supplié Liam de la tuer, continue de pleurer sur ses malheurs. Elle était autrefois la princesse chevalier du Saint-Royaume, et tout le monde était fier de ses exploits dans la lutte contre les pirates. Cependant, lorsqu'elle est allée combattre Gus et ses hommes, elle a été trompée et capturée, puis les pirates ont fait exploser sa planète natale juste sous ses yeux. Sa famille a paniqué car les pirates n'auraient pas pu dépasser les troupes de l'Alliance unie qui protégeaient la région, mais ils ont vite réalisé que l'Alliance les avait trahis. Les boucliers qui les protégeaient ne pouvaient plus tenir longtemps, et bientôt la planète entière fut détruite. Christina était complètement dévastée par cela, mais ses malheurs ne faisaient que commencer. Après avoir détruit sa planète, Gus l'a emmenée, elle et ses subordonnés, sur son île au trésor. Alors que tout le monde avait peur, Christina s'accrochait toujours à l'espoir et leur assurait que de l'aide viendrait bientôt pour eux.
Quand Gus vint la voir, Christina lui dit de la tuer sur le champ s'il le désirait, car elle préférait mourir plutôt que de vivre une vie d'humiliation. Le capitaine pirate rit, affirmant qu'il l'aurait tué il y a bien longtemps s'il l'avait voulu, mais il gardait tout le monde en vie parce qu'il souhaitait les ajouter tous à sa collection personnelle. Il déclara ensuite qu'il avait changé d'avis et qu'il libérerait une seule des jeunes filles. Il demanda à Christina de choisir, et après avoir été pressée, elle désigna celle qui semblait la plus terrifiée, la plus effrayée. Cependant, cela s'avéra être un piège absolument dégoûtant, car Gus prit la jeune fille que Christina avait choisie comme sa toute première cobaye. Il la livra au scientifique, qui se transforma en un monstre aux multiples bras et commença à découper son corps sans pitié. Christina perdit la tête et supplia Gus d'arrêter, mais il se contenta de rire et lui dit que s'il s'arrêtait à cet instant précis, la jeune fille mourrait. Christina, profondément traumatisée, n'eut d'autre choix que de laisser le maléfique scientifique expérimenter sur la pauvre enfant. Il la transforma rapidement en un monstre, et tandis que Christina regardait avec horreur, Gus lui annonça qu'elle serait bientôt transformée en quelque chose d'encore plus spectaculaire. Elle lui demanda comment diable il pouvait faire une chose pareille, et il lui répondit qu'il y prenait un plaisir immense. Il affirme que ce n'est pas juste qu'il soit si laid, alors il transforme de belles jeunes filles en d'horribles monstres et les regarde s'effondrer complètement. Bientôt, il la traîna vers la chaise d'expérimentation, et Christina ne put plus du tout faire preuve de courage. Elle supplia Gus d'arrêter, promettant de faire n'importe quoi en échange, mais il se moqua d'elle, lui disant qu'elle serait désormais son animal de compagnie préféré. Il lui expliqua qu'il ne l'avait pas choisie en premier intentionnellement, car il voulait voir à quel point elle deviendrait laide et désespérée. Gus ordonna ensuite aux scientifiques d'arracher les globes oculaires de Christina et de les implanter dans ses mains, afin qu'elle puisse voir à quel point elle était laide, même sans miroir. Christina ne cessa de pleurer et de crier, mais tout cela fut vain, et elle fut transformée en un horrible monstre vert, puis le reste de ses compagnes subirent le même sort atroce. De retour au présent, Liam rentre sur sa planète natale, et Nias vient lui rendre visite. Elle a appris sa victoire sur la base pirate, et lui demande d'acheter davantage de cuirassés pour célébrer dignement l'occasion. Liam lui dit d'arrêter de le voler, mais Nias affirme que ses cuirassés ont été utiles, et qu'il a réalisé un grand profit grâce au raid, il devrait donc investir un peu plus d'argent. Elle tente de le séduire à nouveau, mais Liam n'est pas d'humeur à tomber dans ses pièges. Alors il lui dit de la fermer, tout simplement. Lorsque ses plans pour le séduire et le faire chanter échouent, Nias rappelle à Liam que c'est elle qui lui a obtenu la permission d'entrer dans la porte de distorsion. Et il accepte finalement d'écouter sa requête cette fois-ci. Il demande à Amagi combien de vaisseaux ils peuvent acheter avec le trésor qu'ils ont découvert, et elle répond qu'après déduction des dépenses nécessaires, ils ont suffisamment d'argent pour acquérir 5000 navires. Liam est choqué d'entendre cela, mais Nias s'empresse de partir en courant, affirmant qu'elle va lui préparer une commande de 5000 vaisseaux. Liam la poursuit, tentant de l'arrêter, avant que cette folle ne prépare réellement autant de vaisseaux. Au même moment, Yosu marche dans les couloirs, se demandant quelle excuse il devrait inventer pour demander plus d'argent à Liam cette fois-ci, encore une fois. À cet instant précis, Mias passe, en appel vidéo avec un collègue, lui disant qu'elle a obtenu une énorme commande de Liam, après avoir complètement anéanti sa dignité. Comme toujours, Yosu pense que Liam traite Nias comme son jouet, et il devient furieux, à la grande joie du guide, qui traînait dans les parages dans l'espoir que Liam ressente des émotions négatives intenses. Pendant ce temps, Liam cherche Nias, mais Yasu le trouve en premier et lui dit de le suivre. Ils se rendent au terrain d'entraînement, où Liam est bandé les yeux, et son épée est alourdie avant qu'il ne subisse un autre des entraînements impossibles de Yasu, comme à son habitude. Cette fois, Yasu dispose de dizaines de drones télécommandés qui tirent des balles de tennis sur Liam de toutes les directions, et à une vitesse encore plus grande qu'auparavant. Liam ne peut même pas y réagir, et il continue de se faire frapper, puis Yasu augmente encore plus la puissance de ses tirs. Liam est immédiatement au sol, affirmant qu'il ne peut pas bloquer toutes les attaques avec une seule épée, mais Yasu lui dit d'arrêter de chercher des excuses et de trouver la réponse par lui-même. Eh bien, cela donne à Liam l'idée d'utiliser la magie, tout comme il l'a fait la dernière fois, mais cette fois, il décide de l'utiliser pour sa défense. Il essaie de convertir sa magie en une barrière, et y parvient immédiatement avec succès. Tandis que la barrière réfléchit toutes les balles, Yasu observe Liam stupéfait, alors qu'il commence son discours « Je comprends maintenant, ah !» Il utilise ensuite la barrière pour renvoyer toutes les balles dans la direction d'où elles venaient, et tous les drones sont détruits. Liam retire alors son bandeau et demande à Yasu s'il a bien fait, mais Yasu lui-même a été touché par de multiples balles. Il commence à paniquer en réalisant que Liam est vraiment un génie et qu'il verra bientôt clair dans son arnaque. Il sait déjà que Liam a exécuté des officiers corrompus et maîtrisé des flottes de pirates, et il craint qu'une fois que Liam réalisera la vérité, il ne le tue sans hésitation. Il décide de s'échapper avant qu'une telle chose ne se produise et commence à s'éloigner. Liam demande où il va, et Yasu répond qu'il n'a plus rien à lui enseigner. Il lui dit qu'il a tout appris de lui et qu'il n'a plus qu'à s'entraîner comme il le souhaite, car la voie de l'escrime est infinie et sans fin. Liam hurle qu'il ne veut pas de ça
et qu'il devrait toujours s'entraîner sous sa tutelle, mais Yasu lui crie dessus, lui disant d'arrêter de faire l'enfant gâté. Il affirme qu'il est lui-même un étudiant malgré ses compétences, et cela signifie qu'il doit continuer à s'améliorer, et que Liam s'accroche à lui n'est pas bon pour cela, du tout. Yosu se tourne alors vers Liam, lui disant qu'il a officiellement obtenu son diplôme, et qu'il est maintenant un maître de la voie de l'éclair. Il lui explique que c'est son devoir en tant que maître de répandre ce style d'épée à travers l'univers entier, et Liam accepte cela avec joie. Dès qu'il se retourne, Yosu s'enfuit pour sauver sa vie. Liam, quant à lui, ne s'est jamais senti aussi épanoui auparavant. Sa dette diminue, son territoire est florissant. Il a même vaincu des pirates, et maintenant son maître a reconnu ses compétences, c'est merveilleux. Il remercie le guide pour tout cela, et l'étrange pervers s'enfuit vers un autre univers, avant d'être complètement anéanti par les émotions positives de Liam. Quelques semaines plus tard, Liam commence à réfléchir au seigneur maléfique idéal qu'il souhaite devenir un vrai tyran. Il pense qu'un seigneur maléfique doit posséder le pouvoir, l'argent et un harem de femmes magnifiques. Pour le pouvoir, il a déjà maîtrisé la voie de l'éclair grâce à Yasu, et maintenant tout ce dont il a besoin, c'est d'argent et de femmes, bien sûr. À cet instant précis, Amagi arrive et lui dit qu'un marchand nommé Thomas est là pour le voir. Liam lui demande de le laisser entrer car il attendait Thomas, qui est venu en transportant les lingots d'or qu'il avait expressément demandé. Liam est vraiment très heureux de voir les lingots d'or, car cela coche la deuxième chose sur sa liste d'exigences de seigneur maléfique, même si l'or a très peu de valeur dans ce monde. Thomas le félicite ensuite pour sa victoire contre les pirates, et Liam sent qu'il y a un motif caché derrière tout cela, un secret. Il dit au marchand d'aller droit au but, et Thomas explique qu'il doit traverser une zone dangereuse pour un voyage d'affaires, et qu'il souhaite emprunter quelques navires de l'armée de Liam pour les garder. Il affirme que seulement 100 navires suffiront, mais Liam se transforme en une sorte de carène, et lui demande pourquoi il doit se rendre dans des endroits dangereux, pour commencer. Thomas lui répond qu'il n'a pas le choix car toute la route commerciale est attaquée par des pirates et de nombreux marchands ont subi de graves pertes à cause de cela. Liam comprend ses inquiétudes et demande à Amagi s'ils peuvent envoyer 100 navires avec l'équipage du marchand pour les protéger. Amagi lui répond qu'ils peuvent déployer les navires immédiatement et les utiliser comme entraînement pour leurs troupes en même temps. Liam apprécie les conditions et accepte d'envoyer les vaisseaux, et en retour, Thomas promet qu'il lui apportera davantage d'or la prochaine fois qu'ils se rencontreront, c'est certain. Après cela, Thomas quitte le palais et en chemin, il commence à parler avec son chauffeur de la façon dont le territoire de Benfield s'est développé rapidement grâce aux investissements que Liam a réalisés. Il est impressionné par ses capacités de dirigeant, mais son désir d'amasser de l'or le déroute, car ce métal jaune brillant n'a pas beaucoup de valeur en réalité. Thomas pense que Liam est peut-être juste un excentrique qui n'est pas du tout avide, mais Liam, lui, bave littéralement devant les lingots d'or au même moment. Le majordome Brian lui dit que c'est une bonne chose, que les marchands le considèrent suffisamment important pour le soudoyer, mais qu'il devrait essayer de demander des choses plus précieuses que l'or, à l'avenir. Cependant, Liam refuse d'accepter cette affirmation, et dit à Amagi de traiter les lingots d'or et de les transformer en une salle de bain luxueuse pour lui. Avec cela, sa deuxième condition pour être un seigneur maléfique est remplie, et la seule chose qui reste maintenant est de créer son harem personnel. Il ordonne à Brian de rassembler toutes les belles femmes de leur territoire afin qu'il puisse choisir les meilleures pour son harem. Et avant cela, il décide de rénover une grande salle pour en faire sa pièce de divertissement, sa salle de jeu. Tandis que les femmes de ménage robots rénovent la pièce, Liam dit à Brian qu'il aura une piscine remplie de vin et des piliers de viande juteuse tout autour pour le luxe ultime, car il a déjà vu une scène comme celle-là dans un manga de sa vie passée, autrefois. Brian ne comprend pas pourquoi Liam est si étrange, mais ce n'est pas une nouveauté pour lui, alors il décide d'obéir aux ordres. Amagi, en revanche, a quelques objections, et Liam lui dit qu'il est le chef de la famille Benfield, il est donc autorisé à utiliser son argent comme il l'entend, sans restriction. Amagi n'a aucun problème avec cela, et elle lui dit que cela ne coûtera même pas cher de donner vie à sa fantaisie. Mais il y a d'autres problèmes. Pour commencer, remplir une piscine d'alcool provoquera des vapeurs d'alcool qui empliront la pièce, et la moindre étincelle pourrait causer une explosion. C'est très dangereux. Liam devient nerveux et dit qu'il réduira la teneur en alcool. Mais Amagi lui demande alors pourquoi il veut remplir une piscine de vin en premier lieu. Elle lui dit que ce sera trop collant pour nager et trop sale pour boire, et Liam répond qu'ils ont des purificateurs d'eau pour cela, bien sûr. Amagi lui dit que le purificateur d'eau retirera également tout l'alcool de la piscine, et puis soudain, Brian se joint aussi à la conversation. Il dit à Liam qu'il ne laissera pas son maître faire quoi que ce soit d'aussi peu hygiénique, c'est impensable. Il s'oppose à l'idée d'accrocher de la viande autour de la salle, mais alors que Liam essaie de discuter, Amagi lui dit que s'il accroche de la viande transformée, la pièce ressemblera à une épicerie, et s'il accroche de la viande crue, elle ressemblera à une boucherie, c'est certain. Mais il est toujours déterminé à créer son harem. Amagi est parfaitement d'accord avec cela, et elle qualifie même cela de très bonne idée, et Liam est surpris par sa réaction. Brian lui dit aussi que puisqu'il est un noble et le chef de la famille Benfield,
Il est évident qu'il doit avoir réalisé qu'il n'a pas besoin d'être un seigneur maléfique pour s'amuser avec des femmes. Pas du tout. Brian commence alors à se plaindre de la façon dont Liam semble désintéressé par les femmes, mais qu'il tombe dans les pièges à miel que Nias lui tend. Il dit qu'il est toujours inquiet pour lui, car si quelque chose lui arrivait, la famille Benfield serait finie, c'est la catastrophe. Il dit à Liam de commencer un harem immédiatement et de faire quelques enfants pour continuer sa lignée, mais c'est trop pour Liam à gérer. Quoi qu'il en soit, il est heureux que personne n'ait de problème avec son plan de commencer un harem, et il déclare qu'ils doivent commencer la recherche de belles femmes immédiatement, sans tarder. Brian lui demande soudain quelle taille il veut que son harem ait, et pour paraître comme un seigneur maléfique dramatique, Liam déclare qu'il veut 100 femmes. Brian panique en entendant cela, mais contrairement à ce que Liam croit, le vieux majordome dit que ce nombre est vraiment très petit. Même Amagi est d'accord, disant qu'ils avaient présélectionné 10 000 candidates et qu'elle prévoyait d'appeler les 1000 premières dans le premier lot. Liam panique en entendant cela, mais Brian continue de le pousser, lui disant qu'il doit avoir autant de femmes que possible dans son harem afin de pouvoir trouver la femme parfaite parmi elles, la bonne. Il continue de le harceler pour qu'il trouve son âme sœur rapidement, mais Liam déclare qu'Amagi c'est la femme parfaite pour lui et qu'elle restera toujours sa meilleure amie, sa meilleure fille. Quant à son harem, Amagi partage la liste avec lui, lui disant de swiper à droite sur celle qu'il aime, et ils les appelleront au palais immédiatement, sans tarder. Elle lui dit que n'importe quelle femme aurait de la chance d'accepter une invitation à rejoindre son harem, puisqu'il est le seigneur de ce territoire, mais c'est ce qui énerve le plus Liam. Il dit à Amagi et Brian qu'il ne veut pas de femmes qui seraient heureuses de devenir les siennes, pas du tout. Au lieu de cela, il veut être un seigneur maléfique et forcer les femmes à faire partie de son harem, même quand elles ne l'aiment pas, même si elles ne le veulent pas. Brian est stupéfait par sa façon de penser, mais Liam n'est pas prêt à reculer, il est déterminé. Il leur dit à lui et à Amagi de trouver de belles femmes qui le détestent, car seules elles peuvent satisfaire son désir de devenir un seigneur maléfique, un vrai tyran. Quelques jours plus tard, Liam se rend sur son territoire pour choisir lui-même quelques femmes, en personne. C'est la première fois qu'il quitte son domaine, et il n'a aucune idée de la culture locale, mais il est confiant que tant qu'il agit comme un pervers, les femmes sont obligées de le détester. Il décide d'aborder la première jolie fille qu'il trouve, mais à sa grande surprise, elle est aussi très intéressée par lui parce qu'il est beau, très beau. Elle lui demande s'il veut vraiment quelqu'un comme elle, puis elle souffle une bulle de son anneau de nez. Liam est dégoûté en voyant cela, mais il constate ensuite que toutes les filles à proximité ont des anneaux de nez similaires qui soufflent des bulles, c'est étrange. Il demande à la jeune fille ce que diable est cette chose, et elle lui répond que c'est la dernière tendance de la mode, très populaire parmi les femmes. Eh bien, Liam perd tout intérêt pour elle en voyant cela et rentre chez lui, mais il achète un anneau de nez pour lui-même, malgré tout. Bientôt, Amagi et Brian arrivent, et ils sont surpris de le voir porter un accessoire populaire auprès des femmes. Liam soupire, disant que les femmes de son territoire ont un goût plutôt merdique, si elles considèrent quelque chose d'aussi stupide comme étant à la mode, c'est affreux. Amagi lui dit que l'anneau de nez à bulles de morve est vraiment mignon et demande à Liam de le lui laisser le montrer, mais il refuse. Il écrase ensuite l'anneau de nez sous ses pieds, disant que c'est trop dégoûtant, et interdit immédiatement aux gens de le porter, c'est définitif. Il commence alors à se plaindre de la façon dont le sens de la mode de son territoire a trahi ses attentes, car il pensait voir des filles en robe moulante, étant donné que c'est un monde où la science-fiction rencontre la magie, un mélange unique. Cependant, tout ce qu'il a trouvé, ce sont des filles qui portent des anneaux de nez soufflant des bulles de morve. Plus que cela, il a eu le cœur brisé en voyant des femmes vêtues de maillots de bain intégraux en latex, qui ne montraient pas le moindre bout de peau, pas un centimètre, et Amagi lui dit que c'est la dernière tendance créée par les gens eux-mêmes pour se protéger des rayons du soleil. Elle explique à Liam que c'est la culture du territoire de Benfield, que les gens définissent la mode pour eux-mêmes, selon leur propre goût. Liam refuse d'accepter que ce soit la mode de son territoire, et il déclare qu'il va changer l'industrie de la mode. Il ordonne immédiatement à Amagi d'engager des designers et de belles jeunes filles de son territoire, car si les gens les voient porter de belles robes, ils seront influencés, c'est certain. Pour faire une déclaration encore plus audacieuse, il décide d'engager le mannequin le plus populaire de l'Empire. Mais Amagi lui dit que ce n'est pas possible, car les honoraires pour engager le top modèle de l'Empire sont équivalents à leur budget annuel. C'est une somme folle. Liam abandonne immédiatement l'idée d'engager des mannequins, mais il veut toujours faire venir de belles femmes au palais, afin de pouvoir les habiller selon ses désirs. Amagi lui dit qu'être beau est l'une des conditions pour être sélectionné pour travailler au palais, et que tous les travailleurs ici sont beaux, en fait. Liam réalise qu'elle dit la vérité, et Amagi et Brian lui disent alors qu'il est libre d'emmener les servantes dans sa chambre et de faire des choses coquines avec elles, car elles y ont consenti en acceptant le poste, c'est leur choix. Bien que Liam soit satisfait de cette idée, cela va à l'encontre de ses principes de seigneur maléfique, et il se demande s'il peut réellement agir comme un dictateur cruel. D'autre part, la princesse Christina, la jeune fille que Liam a sauvée de la base pirate, est revenue à la normale après un traitement coûteux et intensif.
Alors qu'elle se réveille et retrouve son corps tel qu'il était auparavant, elle est émue aux larmes car elle a été gardée comme un monstre pendant des décennies. Elle est heureuse, même si ce n'est qu'un rêve, mais le médecin lui dit que ce n'est pas un rêve, c'est la réalité. Elle dit à Christina qu'ils ont utilisé l'élixir, le médicament miracle qui peut guérir n'importe quelle maladie et blessure sur elle. Christina est choquée d'entendre cela et demande pourquoi quelqu'un utiliserait un médicament aussi coûteux sur une princesse dont la patrie a été détruite, c'est insensé. Mais le médecin lui dit que tout cela est grâce à Liam, qui a construit cet hôpital, engagé les médecins et apporté l'élixir pour traiter toutes les jeunes filles capturées par les pirates. Christina reste sans voix en entendant cela, puis le médecin lui dit que la rééducation pour bouger son corps correctement sera vraiment très difficile, un vrai défi. Elle lui dit qu'elle est prête à tout faire, puis le médecin s'en va après lui avoir transmis le message de Liam. Elle doit rembourser sa dette. Christina pense à Liam et à la façon dont il l'a sauvée d'un enfer littéral, et elle décide de faire tout ce qu'elle peut pour le servir en tant que son maître, avec dévotion. Bientôt, le territoire de Liam commence à se développer à un rythme rapide, et les gens plaisantent en disant qu'il y a trop de travail pour eux et trop d'argent à gagner. Le guide, qui a désespérément essayé de trouver quelqu'un de mécontent de Liam, continue de se demander ce qu'il a bien pu faire de mal, et pourquoi tout le monde n'est pas pauvre et misérable comme il est censé l'être. C'est incompréhensible. Il se rend rapidement au bataillon de l'armée que Liam a reçu avec les navires d'occasion des forces impériales, et il s'était assuré que des soldats sincères et honnêtes viendraient ici pour lancer une rébellion contre leur seigneur maléfique. C'était son plan. Cependant, tous ont juré leur loyauté à Liam, car contrairement aux autres nobles, il prend réellement position contre les pirates et traite bien ses soldats. Il vérifie ensuite Yasuo, qui profite de sa retraite dans un club, pensant qu'il devrait être en sécurité ici, à l'abri de Liam. Même s'il découvre l'arnaque maintenant, c'est une erreur. Cependant, il s'est porté la poisse en disant cela, car la télévision a immédiatement affiché des nouvelles concernant Liam recevant une médaille d'honneur de l'armée impériale pour avoir démantelé la base des pirates. C'était une grande nouvelle. Dans son discours d'acceptation, Liam remercie Yasuo de l'avoir aidé à devenir si fort. Et Yasuo panique, réalisant qu'il va encore être entraîné dans des choses qui dépassent ses capacités à cause de Liam. Et le guide est déçu une fois de plus, comme toujours. Pendant ce temps, le capitaine pirate Goss a réussi à échapper à l'armée impériale avec la plupart de ses navires, utilisant quelques milliers de vaisseaux comme leur. Il ne se soucie pas de ceux qu'il a laissés derrière lui et se demande comment diable sa flotte a pu être téléportée sur le terrain d'entraînement de l'armée impériale alors qu'il se dirigeait vers le territoire de Banfield. C'est un mystère. Il pense que les gens à la porte de Distorsion l'ont trahi et il dit à son assistant de leur donner une bonne leçon. Cependant, le guide apparaît à côté de lui à cet instant précis, disant qu'il dirige sa colère vers les mauvaises personnes, ce n'est pas la bonne cible. Il utilise son pouvoir pour manipuler Goss, lui disant que la personne qu'il devrait déchirer est Liam, celui qui a pillé son île au trésor. Goss change immédiatement ses ordres, disant à son équipage de refaire le plein de leurs provisions, et une fois cela fait, ils se dirigeront immédiatement vers le territoire de Banfield pour le piller et le détruire sans pitié. Le guide est satisfait de cela car il est confiant que Goss vaincra facilement Liam grâce à sa puissante flotte. Pendant ce temps, Liam prend son petit déjeuner dans son manoir, entouré de ses femmes de ménage robots qui s'occupent de chaque petit détail avec soin. Cependant, il y a une partie de lui qui n'est pas satisfaite par cela. Il dit à Amagi qu'il se demande quel genre de nourriture un seigneur maléfique mange, car dans son esprit, un seigneur maléfique dévore une énorme quantité de viande avec de belles femmes accrochées à lui et à ses hommes, c'est son idéal. Amagi lui demande s'il veut toujours réaliser son projet de lac de vin et de tour de viande, et Liam répond qu'il y a renoncé. Amagi leur demande s'il veut manger davantage ou s'il préfère appeler ses officiers pour le déjeuner, mais Liam ne souhaite ni l'un ni l'autre. Finalement, Amagi suppose que Liam désire de belles femmes pour le servir pendant qu'il mange, et elle lui demande si elle doit en convoquer quelques-unes de la liste de son harem potentiel. Liam lui demande si cela lui convient, et Amagi répond qu'elle n'a aucun problème. Liam s'en irrite et lui demande si elle est d'accord pour qu'il prenne une autre femme, et elle réplique qu'il n'a aucune femme pour l'instant. Donc, grammaticalement, il ne peut pas prendre une autre femme avant d'en avoir une première. Liam affirme qu'il l'a, elle, mais Amagi rétorque qu'elle n'est pas techniquement une femme, car elle est un robot. Liam ne parvient pas à obtenir la réponse qu'il désire d'elle, et Amagi lui dit qu'il doit trouver une vraie épouse pour porter un héritier. Mais elle est d'accord avec tout ce qui le rend heureux. Peu après, Amagi présente à Liam le rapport de l'exercice financier. Elle lui dit que le trésor qu'ils ont obtenu des pirates a joué un rôle majeur dans la stimulation de leur économie et qu'ils ont remboursé une grande partie de leurs prêts, économisant ainsi des intérêts. Liam est consterné, pensant que son père et son grand-père avaient emprunté tellement d'argent que même le trésor des pirates ne pouvait pas tout rembourser. Quoi qu'il en soit, Amagi poursuit son rapport, affirmant que leur territoire croît lentement mais sûrement et qu'ils pourront bientôt rembourser leurs dettes. Liam soupire, disant qu'il pensait utiliser son argent pour lui-même après être devenu un seigneur maléfique, mais qu'il doit d'abord rembourser la dette. Amagi lui demande ce qu'il veut faire en tant que seigneur maléfique et il répond que peut-être il devrait augmenter les impôts pour faire souffrir le peuple. Amagi le met en garde
expliquant que bien que cela augmentera ses revenus à court terme, à long terme, cela nuira au développement de son territoire. Liam soupire de nouveau et Amagi lui demande s'il est insatisfait de sa vie actuelle. Il répond qu'il est en fait plutôt satisfait, car de bonnes choses continuent de lui arriver. Il a le pouvoir, l'argent et même Amagi à ses côtés, et à l'avenir, il utilisera son pouvoir pour profiter de sa vie, quelles qu'en soient les conséquences. Il pense qu'Amagi ne comprendra même pas de quoi il parle, et elle acquiesce, disant qu'elle ne comprendra peut-être pas ses rêves ou ses ambitions, mais qu'elle restera toujours à ses côtés et s'assurera qu'il les réalise. Peu après, Brian arrive en courant dans la salle du trône pour annoncer à Liam une nouvelle urgente. Il dit que des pirates leur ont déclaré la guerre et que leurs vaisseaux continuent de se rassembler aux confins de leur système solaire. En voyant le radar, Liam pense qu'il est assez inhabituel pour des pirates de déclarer la guerre et de rassembler leurs forces, car ils devraient être plus rusés et lâches. Amagi répond que les pirates pourraient leur donner du temps afin que tout le monde ait encore plus peur d'eux. Elle explique à Liam que, puisqu'ils ont volé le trésor des pirates, ceux-ci pourraient vouloir se venger correctement, et tuer leur ennemi si facilement ne suffirait pas. Liam est d'accord avec elle, disant qu'un fou qui torture et modifie les corps de ses prisonniers trouvera sûrement une manière tordue de se venger. Amagi ajoute que si les pirates leur ont formellement déclaré la guerre, ils doivent être vraiment confiants en leurs capacités. Liam s'inquiète un peu en entendant cela, et Brian décide de convoquer une réunion avec les chefs militaires. Lors de la réunion, Brian parle à tous du capitaine pirate Goss, dont ils ont pillé l'île au trésor. Il dit que Goss est connu comme un pirate vicieux et que l'Empire a mis une énorme prime sur sa tête. Liam demande s'ils savent autre chose, et Brian répond que Goss a exigé qu'ils rendent tout le trésor qu'ils ont pris sur son île. Et en plus de cela, il veut des personnes de belle apparence comme otages. Liam est furieux en entendant cela, et tandis que Brian pense que c'est par souci pour son peuple, Liam est en fait jaloux. Goss abuse de son pouvoir pour extorquer des richesses et kidnapper des gens, et c'est exactement ce qu'un seigneur maléfique devrait faire. Puisque le capitaine pirate est plus maléfique que lui, Liam décide qu'il ne laissera pas cela arriver. Pendant ce temps, l'un de ses ministres suggère de négocier avec les pirates, car ils perdront certainement un combat, mais le général militaire n'est pas d'accord avec lui. Il dit qu'il n'y a aucune garantie que les pirates les laisseront tranquilles, même s'ils acceptent leurs exigences, et les deux commencent à se disputer. Liam s'informe du nombre de vaisseaux pirates et apprend qu'ils ont une flotte de 30 000 navires, tandis que son armée ne peut déployer que 5 000 vaisseaux pour l'instant. Le général dit qu'ils devraient quand même protéger leur planète, mais le ministre affirme qu'ils devraient négocier et attendre des renforts de l'Empire. Les deux recommencent à se disputer, mais Liam n'est pas intéressé par cela. Il commence à réfléchir à la prime sur Goss, qui est un montant raisonnable, mais pas assez énorme pour risquer de se battre contre sa flotte de 30 000 vaisseaux. Il dit que seulement si sa prime était plus élevée, il aurait peut-être tenté quelque chose, et Amagi dit qu'elle a une suggestion. Elle explique qu'ils ont effectué des simulations de bataille en utilisant les vaisseaux pirates capturés précédemment, et selon celles-ci, leurs chances de gagner une guerre sont de 3,8%. Brian est déçu en entendant cela et dit que si seulement l'arme spéciale de la 7e usine d'armement avait été achevée, il y aurait peut-être eu une chance. Alors qu'il commence à en parler à Liam, le temps se fige soudainement. Liam le confirme après avoir essayé de réveiller Amagi, puis il commence à regarder autour de lui, se demandant ce qui va se passer. Soudain, le guide apparaît devant lui. Liam lui demande ce qu'il fait là, lui disant qu'il a un problème urgent à gérer en ce moment. Le guide dit qu'il sait que Liam est inquiet pour les pirates et révèle que c'est lui qui les a appelés ici. Cependant, pour s'assurer que Liam ne le soupçonne pas encore et ne s'effondre que plus tard, il dit qu'il l'a fait pour son bien. Le guide affirme que puisque le territoire de Liam souffre de dettes, il a appelé les pirates pour qu'ils se battent avec lui. Il dit à Liam que s'il vainque les pirates, il pourra obtenir beaucoup de trésors pour l'aider financièrement. Liam répond qu'il a déjà tout pris sur l'île au trésor, mais le guide lui dit que ce n'était qu'une petite partie du trésor total. Il lui demande de vaincre Goss pour obtenir tout le trésor et un grand honneur. Il dit à Liam qu'il a tout planifié pour lui, et c'est pourquoi il l'a fait se réincarner en un noble pauvre et de petite envergure au lieu d'un riche. Il dit que s'il affronte des épreuves et s'élève en puissance, il atteindra la gloire. Le visage de Liam s'illumine en entendant cela, et il remercie le guide d'avoir tant pensé à lui. Sur ce, le guide s'en va et le temps recommence à s'écouler. Brian finit soudainement de parler à Liam de la nouvelle arme. La 7e usine la développait, mais Liam n'est pas impressionné par ce nom à rallonge. Quoi qu'il en soit, il déclare qu'ils vaincront le capitaine pirate Goss et sa flotte. Le ministre lui dit que ce n'est pas la bonne décision, mais Liam lui rappelle qu'il est celui qui détient tout le pouvoir de décision et qu'il n'a d'autre choix que d'obéir à son commandement. Bientôt, les préparatifs sont terminés et Brian panique toujours à l'idée
qu'au moment où leur territoire était sur la voie de la stabilité, ils partent en guerre contre des pirates. Amagi lui dit de se calmer car ils n'ont pas encore perdu et Liam a pris la bonne décision de combattre les pirates. Brian lui rappelle qu'elle-même a analysé qu'ils ont environ 4% de chances de gagner contre les pirates. Mais Amagi répond que, selon ces données, l'équipage pirate de Go anéantit des planètes entières après qu'elles se soient rendues à lui. Elle dit que même 4% de chances de gagner valent bien mieux que de se rendre. Et Brian souhaite que Liam soit né 100 ans plus tôt, car il aurait alors eu suffisamment de temps de préparation pour repousser les pirates. Eh bien, Liam pense que le temps de préparation est soldé pour les mauviettes et que les vrais hommes se battent en risquant leur vie. Il mène sa flotte au combat contre les pirates, les remerciant de lui donner une autre chance d'acquérir rapidement richesse et célébrité. Cependant, le guide est confiant que Liam va perdre et il espère que Gos le transformera en l'un de ses animaux de compagnie afin qu'il souffre le plus. Il pense que tout est de la faute de Liam d'avoir eu confiance en lui malgré tout ce qu'il a traversé dans sa vie passée. Il attend avec impatience que la confiance et la gratitude de Liam se transforment en haine afin de pouvoir se repaître de ses intenses émotions négatives. Pendant ce temps, Gos apprend que Liam se dirige vers lui avec son équipage et il est vraiment excité à l'idée de le détruire complètement. Il ordonne une récompense pour quiconque pourra capturer Liam vivant, car il prévoit de le transformer en jouet après tout. D'un autre côté, les soldats sous les ordres de Liam ne sont pas sûrs de la bataille, mais ils ont foi en lui. Liam cependant s'ennuie rapidement alors que 3 jours passent et que l'action ne commence pas. Il demande pourquoi ils ne peuvent pas simplement commencer à se tirer dessus, et l'équipage lui dit que la guerre a déjà commencé, mais qu'elle est plus stratégique à ce stade. Ils lui disent qu'ils sont déjà désavantagés à cause du nombre d'ennemis, et Liam ne comprend pas comment c'est possible avant que le vrai combat ne commence. Il dit qu'ils ne peuvent même pas voir l'ennemi, et le capitaine du vaisseau lui explique que dans l'espace, voir le vaisseau ennemi équivaut à un combat rapproché. Liam ne se soucie pas des discussions militaires, car il veut juste que les feux d'artifice commencent. Il dit qu'il devrait charger immédiatement lorsque le radar du vaisseau l'avertit de l'approche d'ennemis. L'équipage confirme rapidement que 500 vaisseaux ennemis sont apparus sous leur flotte, et Liam se demande pourquoi les pirates enverraient en seulement 500 vaisseaux pour les attaquer. L'équipage lui dit que les vaisseaux semblent être des soldats qui se sont rendus aux pirates, et pour survivre, ils ont dû les rejoindre. Ce ne sont que des pions jetables envoyés comme diversion pour briser la formation de la flotte de Liam. Alors que Liam est furieux contre Gus pour avoir utilisé les membres les moins gradés de son équipage comme chair à canon, dès qu'il l'attaque, il détruit les vaisseaux ennemis. Cependant, cela crée une petite brèche dans la formation, et saisissant cette opportunité, Gos ordonne à sa flotte de charger. En réponse, les forces de Liam commencent à battre en retraite et Gos pense qu'elles ont peur de lui. Sa flotte continue de les poursuivre, mais soudain, les vaisseaux de tête heurtent des mines cachées par magie. Les explosions endommagent les vaisseaux, mais Gos ne s'en soucie pas car il a trop de monde sous ses ordres. Il ordonne aux vaisseaux de tête de dégager toutes les mines en les percutant, ce qui irrite encore plus Liam. Peu après, les deux camps commencent à se tirer dessus, mais la flotte de Gos utilise des vaisseaux barrières pour se protéger. Le camp de Liam commence à subir des dégâts, et les officiers de l'armée ordonnent Todd de mettre en place une barrière autour de leur vaisseau principal également. Liam demande ce qui se passe, et les officiers lui disent bien qu'ils copient la stratégie ennemie pour le garder en sécurité. Cependant, Liam est celle le plus préoccupée par leur avant-garde, qui sera devant la barrière et complètement exposée aux tirs ennemis. L'officier lui dit que leur priorité était de le garder en sécurité, et qu'ils sacrifieront n'importe quel nombre de soldats pour cela. Il essaie de convaincre Liam que s'ils suivent cette stratégie et prolongent la bataille, l'armée impériale pourrait envoyer des renforts. Cependant, Liam n'en veut rien savoir, et il déclare qu'il est un seigneur maléfique qui prend tout ce qu'il veut par la force, et une fois que quelque chose lui appartient, il ne le laisse jamais s'échapper. Il dit que les vaisseaux et les soldats combattant en première ligne lui appartiennent tous, et qu'il ne laissera personne gaspiller sa propriété sans sa permission. Il ordonne qu'aucun de ses soldats ne se sacrifie pour le sauver ou pour gagner du temps, car ce n'est pas ainsi qu'il agit. Il déclare qu'ils écraseront les pirates immédiatement et qu'il entrera dans la bataille pour mener ses hommes. Liam ordonne à Amagi de préparer son armure de mecha, et lorsque l'officier militaire tente de discuter, Liam lui dit qu'il est rétrogradé et qu'Amagi était la commandante de cette flotte à la place. Amagi se met immédiatement au travail et calcule la meilleure stratégie pour gagner. Elle ordonne à tous les vaisseaux de charger et les officiers de l'armée sont confus par cela. Cependant, Liam leur dit d'écouter sa servante robot, car c'est elle la patronne maintenant. Et sur ce, il part s'équiper pour la bataille. Pendant ce temps, Amagi prend les commandes et dit à tous les vaisseaux de foncer à pleine vitesse et de suivre son exemple. Les officiers de l'armée pensent que c'est une erreur de laisser un robot diriger une flotte car elle emmène leur vaisseau principal en première ligne. Mais Amagi leur dit qu'une fois que Liam sera sur le champ de bataille, ils n'auront plus besoin de le garder en sécurité.
Elle dit qu'il devrait plutôt l'utiliser pour protéger Liam, puisque c'est leur vaisseau le plus puissant, et les hauts fonctionnaires sont stupéfaits par sa prise de décision et sa loyauté. Ils soutiennent ses décisions, et tandis que la flotte avance, Liam est également lancé dans l'espace. Il utilise ensuite une distorsion à courte portée pour se téléporter en plein milieu de l'équipage pirate, et Goss se demande si Liam essaie de faire une attaque suicide pour infliger des dégâts en faisant exploser un vaisseau. Il ordonne à tous de viser et de tirer sur le vaisseau qui apparaît de la porte de distorsion, mais à sa grande surprise, seul Liam apparaît dans son chevalier Mecha. Il esquive facilement les attaques des vaisseaux pirates et commence à les abattre, et à ce moment-là, sa flotte atteint également la zone de combat. Ils commencent à tirer sur les vaisseaux pirates tout en déployant tous leurs chevaliers Mecha, et Goss répond en envoyant également ses chevaliers Mecha. Cependant, ils ne font pas le poids face à Liam, qui réduit facilement leurs effectifs, puis invoque ses canons à plasma pour attaquer les vaisseaux pirates. Grâce à ces attaques impitoyables, les pirates commencent à rompre leur formation, et Amagi voit une ouverture. Elle ordonne à tous les vaisseaux de foncer à travers le centre de la formation pirate, et pendant ce temps, les chevaliers Mecha continuent de se battre entre eux. Liam manque de munitions pour ses canons à plasma, quand soudain un chevalier pirate de haut rang l'attaque. Liam décide de s'amuser avec ce nouvel ennemi qui offrira un peu plus de résistance. Et alors qu'il croise le fer avec le chevalier pirate, il découvre qu'il est plutôt habile. Le chevalier pirate est également impressionné par son maniement de l'épée et lui demande à quelle école il a étudié. Liam déclare qu'il a étudié la voie de l'éclair, qui est le meilleur style d'épée au monde, mais le chevalier pirate lui dit qu'il n'a jamais entendu parler de ce nom en toutes ces années en tant qu'épéiste expérimenté. Il qualifie la voie de l'éclair de faux style d'épée et Liam ne laisse pas passer cela. Il utilise le mouvement ultime pour attaquer le chevalier pirate, le tuant immédiatement, mais il commence ensuite à le regretter, car s'il tue tous ses ennemis en un seul mouvement, personne ne restera pour raconter à quel point la voie de l'éclair est géniale. Juste à ce moment-là, d'autres chevaliers pirates l'entourent et commencent à parler fort de sa force pour un noble pauvre. Liam est furieux, car il n'aime pas être traité de fauché, et il déchaîne à nouveau son mouvement ultime, les tuant tous. Il continue de spammer le mouvement ultime et d'abattre des dizaines de chevaliers ennemis à la fois, mais son armure de Mecha lui signale alors que son bras droit est endommagé parce qu'il l'a trop utilisé. Liam réalise que l'armure ne peut pas suivre sa compétence ultime quand soudain, d'autres chevaliers ennemis arrivent pour le combattre. Il continue de l'attaquer de tous les côtés et bientôt, Liam se retrouve acculé après avoir perdu ses boucliers. Ses troupes commencent également à être repoussées et Amagi calcule qu'ils n'ont plus que 1% de chance de gagner. Malgré cela, Liam continue de se battre avec tout ce qu'il a. Mais ce n'est pas suffisant, et il se retrouve bientôt sur le point d'être assailli par des ennemis. Cependant, à ce moment précis, des renforts arrivent et les chevaliers ennemis derrière lui sont détruits en une seule attaque. Liam se demande qui diable rejoint la bataille maintenant, et tandis que les explosions s'estompent, il voit la princesse Christina secourue dans son chevalier Mecha. Bien que sa rééducation ne soit pas encore terminée, elle veut rembourser la dette qu'elle doit à Liam en l'aidant, et toute son unité d'élite est avec elle pour cela. Son unité atteint le champ de bataille peu après elle, et Christina leur ordonne d'abattre les ennemis. Ils commencent à détruire les chevaliers ennemis et même leurs vaisseaux, et Christina montre que sous son beau visage, elle est une salope folle qui prend plaisir à écraser les pirates. Liam est impressionné par ses compétences, mais il ne veut pas non plus que quelqu'un attire plus l'attention que lui. Alors il sort son poing roquette, et au lieu de le tirer, il le branche à son Mecha et en fait son nouveau bras. Une fois qu'il est capable de le contrôler, il repère une partie d'un vaisseau spatial et il utilise son laser pour la transformer immédiatement en une énorme épée. Avec son bras plus fort et l'épée géante, Liam lance une version bien plus puissante de son mouvement ultime vers les pirates, détruisant leurs chevaliers Mecha ainsi que des cuirassés entiers. Son attaque unique déchire la formation des pirates et les fait trembler de peur, et Amagi calcule que leurs chances de victoire sont passées à 83% grâce à cela. Elle ordonne à sa flotte de se concentrer sur un côté de la flotte ennemie, et pendant ce temps, Liam se débarrasse de son méga bras à usage unique. Il invoque une autre épée et charge vers le vaisseau principal de Goz, déterminé à le capturer et à rendre son nom célèbre dans toute la galaxie. Liam continue de déchirer les chevaliers pirates facilement, disant qu'il est vraiment facile de se faire de l'argent de poche en collectant leurs primes. La chevalière Christina devient une groupie totale pour lui, et elle jure de l'adorer chaque jour de son corps et de son âme. Cependant, dès que des chevaliers pirates l'attaquent, sa personnalité bascule à 180 degrés et elle se transforme en une salope maniaque et assoiffée de sang. Liam ne lui prête même aucune attention, car il veut écraser les pirates et se venger d'une manière ou d'une autre des salauds qui ont rendu sa vie précédente misérable. Juste à ce moment-là, Amagi l'avertit qu'un nouveau groupe de chevaliers ennemis s'approche de lui par le haut et Liam vole rapidement vers eux. Les pirates lui tirent des missiles
Mais Liam active la barrière qu'il a apprise en endurant l'entraînement de Yasu et bloque tout. Tandis qu'il continue de détruire la flotte ennemie, les officiers de l'armée sous ses ordres se sentent inspirés. Ils pensent que si Liam n'était pas né noble, il ne serait qu'un adolescent ordinaire en ce moment. Il est né dans une famille noble, pauvre et endettée, au milieu de nulle part, et abandonné par ses parents, mais il s'est battu pour s'élever et améliorer les choses. Les soldats pensent qu'ils ont été renvoyés de l'armée impériale parce qu'ils ont élevé la voix contre la corruption qui y régnait. Mais cela s'est avéré être une bénédiction déguisée, car ils ont la chance de combattre sous un dirigeant aussi capable. Ils deviennent émotifs, car ils n'ont jamais vu un noble risquer sa vie en première ligne pour protéger son peuple au lieu de se cacher en sécurité. Pendant ce temps, Liam s'approche du vaisseau pirate principal, mais alors qu'il tente de l'attaquer, les vaisseaux de soutien activent leurs boucliers et bloquent ses attaques. Il ne peut même pas se téléporter de l'autre côté de la barrière, car les pirates utilisent un dispositif de brouillage. Liam était frustré par cela, mais Amagi décide de l'aider. Elle ordonne à toute la flotte d'avancer à pleine vitesse et de concentrer sa puissance de feu sur les barrières pour les détruire. Les officiers militaires transmettent son ordre à tous les vaisseaux, et une fois à portée, tous les vaisseaux tirent sur les barrières devant Liam. Les boucliers se brisent, et avant qu'ils ne puissent être régénérés, le vaisseau amiral tire une autre salve de faisceaux d'énergie, détruisant les vaisseaux barrières ennemis. Cela crée une brèche dans le bouclier, et Liam s'élance rapidement pour en profiter. Le capitaine pirate Goz dit à ses hommes de défendre la barrière, mais les soldats de Liam et Christina le rejoignent également dans la mêlée. Au moment où les pirates parviennent à réparer le bouclier, Liam l'a déjà traversé et il commence aussi à détruire les pirates de ce côté. Goz est choqué de voir quelqu'un maîtriser ses troupes avec un vieux chevalier mecha, mais il devient furieux en apprenant que ce même chevalier mecha a participé au pillage de sa planète au trésor. À ce moment-là, son assistant l'informe que le reste des forces de Liam se rapprochent également d'eux, et que leurs chevaliers mecha sont en difficulté face à eux maintenant. Il demande quoi faire, et Goz lui dit qu'il est inutile de risquer sa vie pour l'orgueil, même s'il ne veut pas que le monde le sous-estime. Il ordonne à l'assistant d'évacuer la région sur le champ, et lui dit de n'alerter que les hauts responsables de sa flotte à ce sujet, laissant les autres ici pour servir de leurre. Goz ordonne ensuite à tous ses vaisseaux de tirer sur les chevaliers ennemis sans se soucier des balles perdues. Il leur dit d'anéantir les ennemis, même si cela signifie toucher leurs propres alliés. Cependant, Liam esquive toutes les attaques et se dirige vers le vaisseau pirate principal. Goz ordonne à son assistant de les téléporter immédiatement, mais avant qu'il ne puisse le faire, Liam a déjà atteint son vaisseau. Liam invoque son canon à plasma et détruit le navire, et Goz décide d'utiliser les capsules de sauvetage d'urgence. Cependant, alors qu'il court vers les capsules de sauvetage, le toit en feu s'effondre. Liam abat également quiconque tente de s'échapper, bien décidé à montrer aux pirates à qui ils avaient affaire. Juste à ce moment-là, ses troupes arrivent pour le soutenir, et Liam leur dit qu'ils vont entrer dans le vaisseau pour finir le travail et capturer le chef. Le capitaine lui dit que c'est risqué, car les pirates pourraient faire exploser leur propre navire, mais Liam pense que c'est peu probable. Pour s'assurer qu'ils ne peuvent pas le faire, il tire une volée de poings roquettes en l'air et les contrôle pour arracher les câbles principaux du vaisseau, le rendant complètement inutile. Après cela, il sort du mécanite et mène ses soldats à l'intérieur du vaisseau amiral pirate. Alors qu'ils explorent le vaisseau, Liam remarque des pirates cachés derrière une porte et ses soldats tirent immédiatement dans cette direction. Ils parviennent à abattre les pirates qui portaient des combinaisons de combat spécialisées non détectées par les capteurs. Et Liam est ravi d'entendre cela, car cela signifie que Goz possède beaucoup d'argent et cet argent sera bientôt le sien. Il poursuit son chemin à l'intérieur du vaisseau, mais son groupe tombe alors sur une escouade de mercenaires ennemis. Le chef de l'escouade ennemie lui dit qu'il servait autrefois sous des nobles et qu'il ne pourra pas leur tenir tête. Liam s'approche d'eux avec désinvolture, puis les soldats ennemis sont soudainement éventrés sans que personne n'ait même vu Liam dégainer son épée. Ses soldats le suivent avec admiration et ils défont rapidement tous les ennemis sur leur chemin vers la salle de contrôle. Ils éliminent tous les officiers principaux là-bas, mais l'assistant de Goz se rend, affirmant qu'il n'était qu'un pion utilisé par Goz. Il dit à Liam qu'il peut le mener à la salle du trésor, même s'il ne peut pas ouvrir la serrure, espérant que cela suffira à négocier sa vie. Liam est maintenant intéressé, et il dit à ses soldats de ne pas tirer sur l'assistant qui essaie de lui lécher les bottes et de changer de camp. Il dit qu'il veut servir sous un grand noble comme Liam maintenant, mais l'instant d'après, sa tête roule sur le sol. Pendant ce temps, le guide observe tout cela de loin, et il est sidéré car il n'avait jamais pensé que Liam aurait une chance contre les pirates. Il s'inquiète de la gratitude que Liam ressentira envers lui s'il gagne cette bataille, et cela le tuera certainement. Pour éviter cela, le guide décide d'enfreindre ses règles et d'interférer directement dans les affaires du monde, donnant une capacité spéciale à Goz afin qu'il puisse renverser la situation.
Pendant ce temps, Gauze est en fuite et terrifié par Liam. Il sait qu'il est inutile de se rendre, et même aux portes de la mort, il ne veut pas abandonner son trésor en échange de sa vie. Soudain, le pouvoir du guide le trouve et le pénètre profondément, avant même qu'il n'ait le temps de comprendre ce qui se passe. Le guide apparaît derrière lui, lui disant que c'est sa dernière chance de se venger de Liam et de survivre, et Gauze l'accepte volontiers. Il sent la puissance et le courage grandir en lui, puis soudain, il se transforme en monstre. Le guide est ravi de voir cela, et il est sûr que Liam ne pourra même pas égratigner la peau de Gauze sous cette forme. Cependant, il est fatigué après avoir partagé son pouvoir avec le capitaine pirate, alors il décide de se reposer et invoque une porte vers sa dimension. Alors qu'il entre par la porte, une boule de lumière en sort sans être remarquée et prend la forme d'un chien doré. Pendant ce temps, Liam et ses soldats continuent d'abattre les pirates, mais il s'arrête soudainement car il a aperçu le chien doré avant qu'il ne disparaisse. Les soldats lui disent qu'il n'y a aucun être vivant près d'eux, et Liam se souvient de son chien de compagnie de sa vie passée, qui était l'un des seuls amis qu'il ait eu et qui ne l'ait jamais trahi. Avec ce sentiment doux amer de nostalgie en tête, il décide de suivre le chemin où il a vu le chien. Il y trouve un cube doré laissé par Gauze et décide immédiatement de l'ajouter à son trésor. Alors qu'il fait la leçon à ses hommes sur les raisons pour lesquelles l'or est le meilleur, il revoit le chien doré s'enfuir et instinctivement il le suit. Il arrive bientôt à une impasse, mais son instinct lui dit que quelque chose ne va pas. Il ordonne à ses hommes de tirer sur le mur et celui-ci s'effondre pour révéler une pièce cachée pleine d'antiquités. Tandis que les soldats sont ravis car les antiquités semblent joyeuses, Liam pense qu'elles seront pour la plupart fausses. Cependant, une épée attire son attention, et après quelques essais, il décide de l'utiliser. Juste à ce moment-là, il reçoit un message d'urgence de ses soldats, lui disant qu'ils ont rencontré un monstre surnaturel, plus résistant aux balles que le Superman de James Gunn. Gauze continue de frapper les soldats, tout en subissant des tirs et même des lance-roquettes, et il leur dit de lui amener Liam, afin qu'il puisse l'achever de ses propres mains. Les soldats disent à Liam de s'éloigner du vaisseau immédiatement, mais Gauze décide de les torturer jusqu'à ce qu'il le mène au garçon. Cependant, Liam arrive à ce moment-là et attaque Gauze par derrière. Ces attaques n'ont aucun effet sur le capitaine pirate monstrueux, et même Liam reconnaît que Gauze est plus dur que lui à 6 h du matin. Cependant, alors qu'il dégaine l'épée qu'il vient de prendre dans la salle du trésor, Liam parvient à trancher la main de Gauze d'un seul coup net. Gauze le traite de voleur pour avoir pris son épée, mais Liam lui dit que tout lui appartient désormais. Il décide de venger ses soldats tombés au combat et coupe également le second bras de Gauze. Cependant, utilisant le pouvoir du guide, Gauze régénère immédiatement ses bras en tentacules. Il attaque Liam avec eux, mais ils sont également coupés facilement. Et Liam est vraiment impressionné par sa nouvelle épée. Alors que les soldats se rassemblent autour de Liam pour le protéger, Gauze réalise qu'il est son principal ennemi, et il régénère une fois de plus son bras pour l'attaquer. Ce n'est pas du tout suffisant pour atteindre Liam, qui esquive l'attaque et mutile Gauze une fois de plus. Le capitaine pirate n'en croit pas ses yeux, et il est finalement submergé par la peur. Il supplie Liam de l'épargner, promettant de lui donner tout son trésor, mais Liam lui dit froidement qu'il ne le fera pas. Il marche sur Gauze, lui disant qu'il possède déjà tout son trésor et que la seule chose qu'il puisse faire maintenant est de devenir son trophée. Liam déclare qu'il le livrera à l'armée impériale pour encaisser la prime, et Gauze panique. Il promet de donner à Liam son trésor caché, qui vaut plus que sa prime, et Liam lui dit de répéter la même chose à l'armée impériale, car ils seront plus motivés à l'interroger. Gauze s'énerve à cela et lance une dernière attaque désespérée. Mais une fois de plus, Liam n'a aucun mal à l'éviter, puis à lui couper la jambe pour le laisser immobile au sol. Gauze fait pipi dans son pantalon maintenant et supplie pour sa vie, mais Liam prévoit de le livrer vivant de toute façon. Cependant, son capitaine d'armée lui dit que prendre Gauze vivant sera risqué, car il a déjà tué trop de leurs hommes. Liam dit qu'il obtiendra une prime plus élevée s'il capture le capitaine pirate vivant, mais le capitaine l'informe que pour les criminels vicieux comme Gauze, la prime est la même s'ils sont tués au combat. Eh bien, c'est une bonne nouvelle pour Liam, qui décide de mettre fin à la vie de Gauze. Liam retourne bientôt à son vaisseau, toujours pas satisfait car il s'attendait à un combat plus intense. Il laisse le reste au général et décide ensuite de célébrer sa victoire avec Amagi. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner et regardez la vidéo qui apparaît sur votre écran.